LCI Tout Info, on va continuer de suivre la visite d'Emmanuel Macron au salon de l'agriculture. On va également commenter l'actualité, confronter les points de vue. Actualité, on l'a compris, largement tournée vers cette visite avec Constance Legré. Bonjour, députée LR, des Républicains des Hauts-de-Seine. Également avec nous Dominique Da Silva, bonjour, député de La République En Marche du Val d'Oise. Fabien Gay, bonjour. Bonjour. Sénateur communiste de Seine-Saint-Denis. Et Gaëtan Dussosseil, bonjour. Membre du Conseil national du Rassemblement national. Voilà pour les présentations. Alors un mot, peut-être vous avez suivi cette visite, peut-être pas en longueur depuis 8h15 du chef de l'État. L'accueil d'Emmanuel Macron au salon de l'agriculture. Alison vient de nous le dire, il y a un gilet jaune, 2 gilets jaunes, 3 gilets jaunes qui sont arrivés. Il y a eu un petit peu de chahut, mais pour l'instant, pas de sifflet. Qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Écoutez, ce que ça signifie, c'est que les agriculteurs comprennent que le président de la République est plutôt à leur côté et que les mesures que l'on prend, et notamment dans le cadre des retraites, puisque c'est le sujet qui nous occupe aujourd'hui, montrent bien qu'on a cette préoccupation d'aider les agriculteurs le mieux possible. Et on y reviendra, j'imagine, à l'occasion de ce débat. On va y revenir longuement en écoutant justement des agriculteurs. Constance Legré. C'est tout à fait normal que le chef de l'État se rende au salon de l'agriculture. C'est devenu maintenant une constante dans la vie politique française que tous les responsables politiques, à commencer par le premier d'entre eux, le chef de l'État, viennent passer du temps à la rencontre des professionnels de l'agriculture et dialoguent avec eux. Je pense que les agriculteurs sont en forte attente, c'est le moins qu'on puisse dire, vis-à-vis de l'exécutif, mais qu'ils sont par ailleurs respectueux de la fonction et donc savent tout à fait recevoir parfaitement, courtoisement leurs hôtes. Gaëtan Dussosseil ou Oui, non, mais bon, c'est vrai que là, il n'y a pas encore d'images, même si en général, on les voit plus sur les réseaux sociaux que sur les médias officiels, si j'ose dire. Il n'y a pas encore d'image de huée, etc., mais aussi tout simplement pour une simple et bonne raison, c'est que les Français sont polis et très respectueux de la stature qu'est celle du président de la République. Néanmoins, ils ne sont pas dupes et les agriculteurs ne le sont absolument pas. Ils savent très bien que toutes les mesures et la politique qui est menée par le gouvernement d'Emmanuel Macron, mais aussi celui de ses prédécesseurs, François Hollande et Nicolas Sarkozy, en multipliant les traités de libre-échange avec le monde entier. Il y en a encore un qui a été voté dernièrement au Parlement européen qui va ouvrir un marché commun avec le Vietnam et abolir toutes les protections à nos frontières. Eh bien, ils savent que tout cela, ça les ruine, ça les amène même au suicide pour un grand nombre d'entre eux et qu'ils n'ont absolument rien à attendre de la politique d'Emmanuel Macron. Fabien Gay. Oui, le salon de l'agriculture est un passage obligé pour le président de la République, les différents ministres, mais aussi les responsables politiques. Et en général, cela se passe bien parce que tout le monde est respectueux. Mais il y a beaucoup de débats qui sont posés. Il y a aujourd'hui, 1 an après la loi Egalim, on voit que malheureusement, les prix rémunérateurs ne sont pas au rendez-vous. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'entre eux ne vivent pas de leur production et n'arrivent pas à se payer. Et ils sont même obligés de vendre en dessous de ce que ça leur coûte. Donc ceci est inadmissible. C'est pour ça qu'au Sénat, nous avons déposé une proposition de loi commune à la Commission des affaires économiques pour essayer de rétablir ce fait. Et puis, il y a les traités de libre-échange. Quand est-ce que le CETA va venir à l'ordre du jour du Sénat ? Il y a le Mercosur, le JEFTA, le Vietnam, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et là, c'est une concurrence déloyale envers nos agriculteurs et nos agricultrices. Et puis, il y a beaucoup de questions. C'est vrai que c'est une population en très grande souffrance. Les suicides sont plus élevés que dans de nombreuses professions. C'est lié à beaucoup de choses, parce qu'un suicide, c'est toujours un faisceau de raisons. Il y a l'éloignement, il y a le manque de services publics, il y a cette question du prix rémunérateur. Donc ça, c'est une question qui devrait nous animer toutes et tous, animer aussi au Sénat, je le dis. Dans une unanimité, nous avons déposé une proposition de résolution et nous attendons que le gouvernement la reprenne à l'Assemblée nationale. Voilà, Emmanuel Macron qui poursuit sa visite. Apparemment, les horaires sont plutôt respectés, puisqu'à midi, on nous annonçait une rencontre avec les représentants de la filière viticole, pavillon des vins. Et si on en croit les images et les bouteilles que l'on peut voir, c'est à cet endroit qu'il se trouve. On se souvient de Jacques Chirac, qui n'hésitait pas à lever le coude. Là, on verra si Emmanuel Macron fait la même chose. Suspense. Parole d'agriculteurs. C'était ce matin à l'arrivée du chef de l'État à ce salon. Entendez la colère agricole. C'est par cette phrase que le chef de l'État a été accueilli ce matin. Entendez la colère du monde agricole, Monsieur le Président. Entendez-le. C'est pas non seulement cette semaine qu'il faut l'écouter, mais c'est tout le temps. Entendez-la. Je sais ce que vous dites et je le partage.
Et rassurez-vous, notre présidente le sait, je n'écoute pas et ne m'occupe pas du monde agricole uniquement la semaine du salon. C'est vous qui nourrissez depuis des décennies les Françaises et les Français. Et on a besoin, moi je veux une agriculture forte parce que je veux savoir d'où vient ce qu'on mange et je pense que les Françaises et les Français aussi. Alors, il écoute, est-ce qu'il entend? C'est la question que je vais vous poser. Il y a eu un sondage qui a été publié par Le Figaro. Vous l'avez peut-être vu, un sondage Odoxa pour 80% des personnes interrogées. Ces personnes estiment qu'Emmanuel Macron ne soutient pas assez les agriculteurs. Alors, est-ce qu'il entend? Bien sûr qu'il entend. Et la question autour des agriculteurs, je crois qu'aucun gouvernement avant le nôtre s'est préoccupé à ce point des agriculteurs. Je suis désolé, mais la vocation, enfin, la loi Egalim... Attendez. La vocation, justement, de cette loi Egalim, c'était justement de redonner du pouvoir d'achat. Un an après, c'est pas le cas. C'est pas le cas, et le constat est fait. Et le président, d'ailleurs, l'a rappelé. Donc il faut agir. Évidemment qu'on va agir, évidemment. Mais comment croire que l'on peut, par la loi, obliger finalement les intermédiaires à rémunérer de façon automatique, voilà, je pense qu'il y aura des avancées en la matière. Il est vrai que nos agriculteurs doivent être mieux rémunérés pour produire des denrées saines qui sont aujourd'hui demandées par les Français. Et il faut aussi que les consommateurs comprennent qu'il faut acheter local et plutôt que ces produits. Parce qu'il n'y a pas que les échanges. Vous savez, vaut mieux avoir des échanges équilibrés plutôt que pas d'échange du tout. Voyez. Donc ceux qui sont contre les échanges, mais si, parce que vous êtes contre les échanges, mais en réalité quand il n'y a pas d'accord, c'est bien pire. Oui, mais quand il n'y a pas d'accord, c'est pire. Ah bon ? Oui, c'est pire. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, avant le libre-échange, vous savez, il y avait depuis tout temps, il y a des échanges dans le monde. Vous savez, c'est pas arrivé avec le libéralisme. Est-ce que la situation s'améliore? Non, mais elle s'est dégradée. Donc, la preuve que sans échange, c'est plutôt pire. Mais je vous dis pas ça. Voilà. Je vous dis que depuis la nuit des temps, il y a toujours eu des échanges dans le monde. D'accord, mais quand ils sont pas cadrés, quand ils sont pas encadrés, c'est pire que quand ils sont cadrés. Donc le CETA, c'est encadré? Vous considérez que le CETA, c'est encadré? Alors écoutez, en tout cas, les échanges, les exportations agricoles sont meilleures que les importations. Donc je pense que c'est plutôt bon, oui. Les exportations du secteur agricole grâce au CETA sont meilleures que sans CETA. Vous pouvez répéter cette phrase? Oui. Répétez-la encore une fois parce que les agriculteurs vous écoutent. Écoutez, d'un point de vue macroéconomique, c'est vrai. D'accord. Donc après qu'il y ait des agriculteurs, qu'il y ait des agriculteurs qui peuvent, mais ce n'est pas sérieux quand même. Ce n'est pas sérieux pour les éleveurs laitiers, les éleveurs bovins, ce que vous dites. Démontrez le contraire. Démontrez le contraire. Ce n'est pas sérieux. Oui, je vais vous le démontrer. Démontrez-le, mais pas uniquement en faisant des... Non, je vais vous le démontrer. Démontrez-le. Je ne suis pas agressif pour ma part. Non. Alors, je vais si je peux faire juge de paix, Emmanuel Macron, on l'a écouté, s'est exprimé sur ce CETA. Lui disait, hormis pour les éleveurs, il reconnaissait que pour eux, pour l'instant, il n'était pas gagnant avec cet accord. Pour les autres, pour les producteurs de viande bovine, en leur demandant, attendez, je vais finir, en leur disant, organisez votre filière. Après, disait le chef de l'État, on n'a pas vérifié, c'est vrai que ça serait plutôt gagnant pour les autres agriculteurs. Voilà. Si vous voulez, juste sur la question du libre-échange, il y a, au-delà des incantations et de l'idéologie un peu de chaque courant politique, il y a des chiffres et il y a des réalités. La réalité, c'est que notamment dans l'Union européenne, c'est quelque chose qui n'était pas arrivé depuis longtemps, la France aujourd'hui importe plus qu'elle n'exporte. Elle a maintenant une balance commerciale qui est déficitaire concernant les produits agroalimentaires. C'est quelque chose qui n'était pas arrivé depuis très longtemps et qui est arrivé depuis 2018 parce que le fait de refuser de donner la possibilité à la France de protéger sa production agricole, de protéger sa consommation, de décider pour elle-même en lui redonnant une souveraineté sur la question alimentaire, sur la question budgétaire, sur la question législative et politique, fait qu'évidemment nous nous retrouvons complètement nus face à une mondialisation contre laquelle nous ne pouvons rien. Donc ça c'était juste pour rétablir un peu de vérité et de chiffres sur la question du libre-échange. Maintenant vous parliez aussi tout à l'heure d'une loi qui en
en effet, n'a pas produit d'effet qui consiste à payer davantage pour leurs activités, pour leur emploi et leur production, les agriculteurs. Mais vous savez, c'est la loi alimentation. La loi alimentation, exactement. Mais si vous voyez, ce débat, moi je me souviens, ça fait un moment maintenant que je vais sur les plateaux et que je participe à ce genre de débat sur l'agriculture et l'alimentation. Et je me souviens déjà à l'époque de François Hollande, on avait exactement les mêmes débats où on s'offusquait que, en effet, une viande bovine d'origine espagnole coûtait moins cher qu'une viande bovine d'origine française et que donc la grande distribution était très contente d'aller payer une viande qui coûtait 2 fois moins cher au prix du kilo que d'aller s'alimenter auprès des Français qui évidemment leur coûtait moins cher et donc réduisait la part de bénéfices nets qu'elle pouvait se faire sur le dos de nos agriculteurs. Bon, ça c'était un débat qu'on avait à l'époque de François Hollande, qu'on a encore aujourd'hui avec Emmanuel Macron et contre lequel on ne peut rien faire parce que évidemment Emmanuel Macron il veut faire quoi? Il veut ou forcer les Français à payer plus cher ou forcer la grande distribution à perdre des bénéfices, qui en soi ne serait pas très grave en soi. Vous avez parlé. Dans votre discours, parce que vous avez parlé tout à l'heure de manière un petit peu grandiloquente de récupérer la souveraineté budgétaire, législative, etc. C'est très important, que, madame. Je ne dis pas que ce n'est pas important, ce sont des termes un petit peu valises, mais que vous prenez la sortie de l'Union européenne, enfin, de facto. Voilà. Non, j'ai dit juste la possibilité de rendre aux Français le pouvoir de décider pour eux-mêmes et notamment de ce qu'ils veulent avoir dans leur assiette. Le problème, parce qu'aujourd'hui, ce sont des commissaires européens, madame. Placer quelques phrases. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, ce sont des commissaires non élus qui décident de ce que vous allez manger. Du débat démocratique que vous semblez vouloir peut-être utiliser également pour ce qui vous concerne. Moi, je pense que l'un des problèmes en tout cas de notre agriculture, c'est le poids des charges et des normes. S'il y a des agricultures à l'intérieur de l'Union européenne qui sont effectivement plus compétitives que la nôtre, c'est souvent parce que les charges qui pèsent sur nos entreprises agricoles, sur nos agriculteurs, sont plus élevées que dans d'autres pays de l'Union européenne. Donc là, il y a clairement des leviers sur lesquels nous pouvons agir. La surtransposition d'un certain nombre de directives européennes, par exemple, par l'administration française, impose souvent des normes, des contraintes et des réglementations supérieures à ce qui se pratique ailleurs en Union européenne, à nos agriculteurs. Et là, il y a clairement un levier national, les charges. Il faut certainement continuer à alléger les charges pesant sur les entreprises agricoles. Je voudrais simplement, après avoir effectivement redit que la détresse du monde agricole est très forte, le mot colère a été prononcé en face du chef de l'État. Il faut rappeler effectivement, parce que c'est tout à fait poignant, le taux de suicide supérieur à la moyenne nationale dans cette profession, qu'il ne nous faut pas... Pardon, c'est ça. On dit un tous les 2 jours. Voilà, c'est le chiffre qui ressort. Tragique. Ce qui est poignant, il y a des films récemment qui illustrent fort bien cette terrible détresse paysanne. Mais je pense qu'il faut également avoir un discours tendant à montrer, parce qu'on parle souvent de l'agriculture au moment du salon de l'agriculture, on rappelle la colère, la détresse, etc., qui sont réelles, mais qu'on peut également, globalement, dire que l'agriculture et les agriculteurs ne sont pas le problème. Face à toute une série de défis qui se posent à la France, à l'Europe et au monde, l'agriculture et les agriculteurs peuvent être la solution sur la transition écologique, sur l'alimentation, sur la préservation et la conservation de nos sols, de nos paysages, sur toute une série de défis qui sont, je crois, devenus de plus en plus importants. Les agriculteurs et l'agriculture peuvent être la solution. Je pense qu'il faut également avoir un discours extrêmement positif et savoir qu'il y a dans la paysannerie française énormément de projets, énormément d'espoir, énormément d'innovation, des hommes et des femmes, souvent des jeunes agriculteurs, des jeunes agricultrices qui sont extraordinairement passionnés par ce qu'ils font et qu'il nous faut vraiment trouver les moyens de les aider, de les accompagner pour porter ces réponses tout à fait adaptées à la donne du XXIe siècle et à ce qu'attendent nos compatriotes. Oui, pour répondre à M. Dacier, puisqu'il faut être clair. Qu'est-ce que le CETA? C'est un accord économique entre l'Union européenne et le Canada. C'est un accord, ce qu'on appelle de seconde génération. Pourquoi? Parce qu'un accord de libre-échange fait tomber les barrières tarifaires. Mais celui-là, il ne fait pas que ça, il fait tomber aussi les barrières non tarifaires, c'est-à-dire nos normes sociales et environnementales. Et donc là, il y a une distorsion de concurrence avec nos agriculteurs qui ont un haut niveau de compétence. C'est la meilleure agriculture au monde, il faut le dire. C'est une très belle agriculture. Là, par exemple, la viande bovine, la traçabilité, nous sommes le seul pays au monde où vous pouvez manger un steak et vous savez d'où il vient. C'est formidable. Même dans le marché intra-européen, cela n'existe pas. Et pourquoi il va y avoir une distorsion avec le Canada? Alors c'est vrai que l'année dernière, il n'y a eu que 800 tonnes de viande bovine canadienne qui sont arrivées sur le marché de l'Union européenne. Et il y en a 30 000 qui sont prévus. Donc,
En Marche nous dit, vous voyez, ça n'a pas inondé le marché. C'est vrai, mais pourquoi ? Parce que là-bas au Canada, aujourd'hui, il n'y a que 36 fermes qui sont autorisées pour exporter vers l'Union européenne. Pourquoi ? Parce qu'il y a les OGM, il y a les farines animales. Et donc, mettre en place une filière bovine au Canada sans OGM, sans farine animale, ça prend 5 ans. Vous voyez ? Donc, en 2023, l'ensemble des quotas seront ouverts. Donc, c'est en 2023 que les 30 000 tonnes de viande canadienne vont inonder le marché. Et là, il y aura une distorsion de concurrence parce qu'elles seront moins chères. Et qu'est-ce que disent les agriculteurs et agricultrices ? Ils disent, mais on va voir le Canada, on nous promet le Mercosur. Il y a aussi la viande d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Mais qui va contrôler ? Qui va pouvoir s'assurer qu'il n'y aura pas de distorsion de concurrence ? Personne. Parce qu'en réalité, la traçabilité là-bas ne sera pas faite. C'est ça le problème. Et donc, je vous le dis, quand vous dites que vous défendez les agricultrices et agriculteurs, notamment sur les questions de pension de retraite, comment vous allez pouvoir les regarder dans les yeux alors que l'an dernier, la proposition du groupe communiste au Sénat, dont tout le monde était d'accord, pour relever seulement de 120 € les pensions de retraite, c'est-à-dire passer de 75% du SMIC à 85%, vous l'avez refusé. Vous l'avez refusé seul contre tous. Et aujourd'hui, attendez, il y a beaucoup de choses dans. Non, mais c'est. Voilà. Donc, on va prendre les choses. Il faut que je puisse répondre quand même. J'en donne le plus compréhensible possible pour nos téléspectateurs. Monsieur Da Silva, maintenant répondez à ces deux questions. Et si le CETA défend si bien les agriculteurs et agricultrices, passez-le au vote au Sénat. Pourquoi vous avez si peur que ça ? Alors, on va parler attendez, je vais remettre un peu d'ordre. On va parler de la retraite des agriculteurs et puis du dossier des retraites en deux temps. Simplement sur cette notion, parce que c'est un peu du 3 contre 1, là, faut l'avouer. Est-ce que vous protégez assez nos agriculteurs ? C'est un peu, quand on parle du CETA, enfin voilà, du libre-échange, ils sont soumis à une concurrence qui n'est pas forcément toujours loyale. Est-ce que vous protégez assez nos agriculteurs ? On les protège suffisamment. Peut-être pas assez, mais qu'ont fait nos prédécesseurs. Il faut arrêter de croire que parce que maintenant on est au pouvoir, on sait tous les mots. Non, non, il y a des vraies avancées. Et quand vous prenez l'exemple de la viande bovine, évidemment, vous oubliez les viticulteurs, les fromagers, etc. Donc l'agroalimentaire et le monde agricole ne se limitent pas à la viande non plus. Voilà. Et encore une fois, c'est aux Français aussi de savoir ce qu'ils achètent. Voilà, moi je suis désolé, quand je vais dans un hypermarché, si je vois que la viande n'est pas française, je ne l'achète pas. Voilà. Et si vous fermez les frontières parce que vous voulez plus qu'il y ait... Non, attendez, si vous voulez fermer les frontières pour que les prix ne soient pas à la baisse, ça veut dire qu'il va bien falloir plus de pouvoir d'achat pour pouvoir acheter des produits français. Ah oui. D'accord ? Et là, vous bloquez les salaires. Et là, vous bloquez les salaires. Donc, vous bloquez le SMIC depuis que vous êtes arrivé. Non, attendez, il évolue et croyez-moi que le pouvoir d'achat, mais non, mais attendez, vous êtes le pouvoir d'achat des salariés modestes a bien augmenté avec nous. Et c'est clair. Et c'est bien sûr avec la généralisation. Bah non, mais vous pouvez toujours dire, non. Mais où vous avez augmenté les salaires ? Écoutez, pour revenir à cette ce déni de non, au minimum, mais non, mais arrêtez. Pour revenir au minimum contributif. Voilà. On a, et ça a été dit durant la campagne, un projet de loi sur les retraites. Il est normal qu'on n'allait pas accepter vos propositions alors que ça faisait partie des propositions qui étaient sur la table dans notre projet de loi retraite. D'accord ? Mais non, mais nos propositions, quand elles viennent de l'opposition, mais non, mais c'est trop facile jugées. aussi de venir nous chercher à chaque fois sur nos sujets, parce que c'est ce que vous faites. Sujets, ce sont nos sujets à nous. Non, mais attendez, vous le savez très bien, le minimum, l'augmentation du minimum contributif, c'est nous qui le portons, d'accord ? C'est nous qui le portons aujourd'hui dans la réforme des retraites. Portez quoi ? Le minimum contributif à 1 000 € et à 85% du SMIC, d'accord ? Donc, et ça, les agriculteurs l'ont bien compris, d'accord ? Alors les agriculteurs l'ont bien compris. Un certain nombre de choses, justement. Ils ont compris un certain nombre de choses. Attendez, posez-leur la question. En tout cas, ils n'ont pas attendu après les communistes pour obtenir quelque chose. Sur cette thématique de la retraite, les agriculteurs. On va écouter une question. On va écouter une question qui a été posée au chef de l'État à propos de la retraite des agriculteurs. Voilà la réponse du chef de l'État et c'est Gaëtan Dussaucé qui en prendra la parole.
je ne peux pas gérer l'avenir et le passé en même temps. Je ne vais pas vous mentir. Enfin, là, déjà, vous voyez déjà tout ce qu'on se tape. On rattrape des choses qui n'ont pas été faites parfois il y a des décennies. Donc, tous ceux qui rentreront dans le nouveau système, contrairement à l'ancien, ils auront une garantie de retraite minimum. Est-ce que je peux aujourd'hui vous dire l'ensemble du stock, comme on dit, c'est-à-dire tous nos retraités d'aujourd'hui peuvent y rentrer? C'est impossible. C'est-à-dire que vous me demandez de réparer 4 décennies par le passé alors que j'essaie de projeter le pays 4 décennies devant et qu'il y a déjà quelques résistances comme vous l'avez vu. Voilà, je ne peux pas réparer le passé, préparer l'avenir. Je précise qu'il s'agit bien d'une question portant sur la retraite des agriculteurs. Tout à l'heure, on parlera du débat des retraites auquel vous participez à l'Assemblée. Oui, non, Emmanuel Macron, là, il se réconcilie avec son traditionnel. Il fait une espèce de Lolita. C'est pas ma faute, c'est pas ma faute. Il a un peu que ça à la bouche en essayant de remettre la faute à ses prédécesseurs. Le seul problème, c'est que sa politique est dans une parfaite continuité avec les 2 mandats en particulier qui l'ont précédé. Il fait exactement la même chose. D'ailleurs, il en était même un ministre, il en était même un conseiller. La même chose que lors du mandat de François Hollande. Et il y a énormément de retards qui ont été pris sur ces questions liées à l'activité agricole et sur lequel, moi, quand je le vois qu'il abandonne un peu la responsabilité, qu'il essaye de se déculpabiliser et de dire c'est pas ma faute, c'est celle des autres, non, c'est lui qui est au pouvoir et donc c'est auprès de lui que les agriculteurs attendent des comptes et attendent des actes concrets. Donc voilà, on le disait tout à l'heure, l'agriculture c'est un métier qui est particulièrement beau, qui est particulièrement talentueux lorsqu'il est français, mais aujourd'hui c'est une vocation qui est en crise. Chose dont on parle aussi peu, c'est le nombre d'exploitations qui attendent des repreneurs actuellement. Ils sont au minimum 130 000 dans notre pays. Il y a 130 000 exploitations agricoles qui attendent quelqu'un pour le reprendre. Donc ce sont des activités qui, du fait de la difficulté physique, psychologique et financière de ces métiers, aujourd'hui vont avoir du mal à retrouver des personnes pour perpétuer cette tradition, ce savoir-faire d'excellence français, et c'est quelque chose qui m'inquiète profondément. Je précise simplement parce qu'il y a des chiffres. 437 000 exploitations agricoles en France actuellement, il y a 10 ans, le chiffre de 2018. 10 ans plus tôt, c'était 514 000. Voilà, petite précision dans le débat. Donc sur cette séquence-là, les retraités, je ne peux pas réparer le passé. Après, Fabien, vous aurez la parole. Je ne peux pas réparer le passé et préparer l'avenir. Bon, par-delà les éléments de communication et le ton toujours teinté d'une certaine immodestie du chef de l'État, je pense que là, clairement, un certain nombre d'agriculteurs sont en train d'ouvrir les yeux et de comprendre que ce qui leur avait été vendu comme élément de langage par l'exécutif et la République En Marche, à savoir que le minimum contributif, c'est retraite minimale de 1 000 €, 85% du SMIC, dont ils pensaient qu'elles allaient être pour eux un véritable bénéfice, eh bien ça sera pour plus tard, beaucoup plus tard. Donc je crois qu'il y a un certain nombre de yeux qui sont en train de s'ouvrir et qu'un certain nombre de retraités agricoles et de très futurs retraités agricoles qui sont en train de se rendre compte que rien ne va être fait pour eux et qu'ils sont d'ailleurs pour beaucoup d'entre eux très loin de pouvoir être salariés au SMIC et donc de toute façon seront hors de cette perspective de retraite minimale. Donc il y a une prise de conscience là, je crois, chez beaucoup de nos agriculteurs que des promesses un peu rapidement formulées ont été faites et que le chef de l'État lui-même est obligé de concéder que ça ne s'appliquera pas à ce qu'il appelle de manière assez inélégante le stock, mais qui en réalité va concerner des dizaines de milliers d'agriculteurs. Moi je reviens vraiment au sujet des charges qui sont l'un des griefs principaux formulés par les agriculteurs. Il y a bien sûr celui des prix et effectivement également alors des progrès très lents, beaucoup trop lents sont faits dans la relation avec la grande distribution. Je ne nie pas qu'effectivement l'un des objectifs de la loi Egalim était d'essayer d'introduire plus d'égalité et de capacité à avoir des relations contractuelles qui soient empreintes de bénéfices mutuels, mais force est de constater que les dispositifs mis en place n'ont pas fonctionné. Ça, je crois que tout le monde le reconnaît maintenant, qu'il va falloir aller plus loin, même si quelques amendes ont été récemment prononcées à l'encontre de quelques grands de la distribution qui véritablement
Non, rien fait. Mais globalement, il y a clairement également l'enjeu, par exemple, on a vu hier soir tard que le sommet européen qui devait parler des on va en reparler, on va reparler de pas mélanger tous les dossiers. Voilà, enfin, c'est très important pour l'agriculture française et européenne. Oui, tout à fait. Voilà, les discussions notamment à choper sur le montant de la PAC. Budget de la PAC. Donc il y a quand même un ensemble de mauvaises nouvelles en ce moment pour l'agriculture française qui plombe clairement le climat. Ah, on est en direct. Monsieur Macron, s'il vous plaît, monsieur Macron, s'il vous plaît. Oui, monsieur Macron. Monsieur Macron, mon pays, il y a un génocide au Cameroun, monsieur Macron. S'il vous plaît, monsieur Macron, il y a un génocide au Cameroun, monsieur Macron. C'est un honneur pour moi, c'est un plaisir de vous voir, monsieur Macron. Il y a plus de 22 morts qui sont morts calcinés, monsieur Macron. Nous sommes des Camerounais et nous souffrons. J'ai pris la Méditerranée, monsieur Macron, je vous ai écrit et vous avez répondu. Vous savez mon engagement sur le projet. J'ai mis la pression sur Paul Biya pour que d'abord il traite le sujet de la zone anglophone et ses opposants. J'avais dit, je ne peux pas concevoir à Lyon tant que le général Camteau n'est pas libéré. Et il a été libéré parce qu'on a mis la pression. Là, la situation est en train de se redégrader. Je vais appeler la semaine prochaine le président Biya et on mettra le maximum de pression pour que cette situation cesse. Je suis totalement au courant et totalement impliqué sur les violences qui se passent au Cameroun et qui sont intolérables. Donc je voulais vraiment... je fais le maximum. Je vous remercie, monsieur Macron. Mais il y a plus de 12 000 morts aujourd'hui. Nous, les jeunes Camerounais, nous prenons la Méditerranée parce que nous au salon de l'agriculture, il est, d'après ce qu'on a pu comprendre, question du Cameroun. On va peut-être pas commenter, sauf si vous avez des informations particulières sur la situation au Cameroun, cet échange et la promesse d'Emmanuel Macron à cet homme. On va revenir donc aux retraites de nos agriculteurs. Vous aurez droit évidemment à avoir une réponse. On va parler encore. Non, mais on se doute un petit peu de ce que vous allez dire. Allez-y. Proposition de André Chassaigne. Non, mais bon, la question des retraites est intimement liée à la question du salaire des agriculteurs. Parce que je rappelle que beaucoup de nos agriculteurs ont aujourd'hui un salaire entre 300 et 700 euros. Et pour nos agriculteurs ultramarins, c'est parfois autour de 100 euros. Donc la question reste pleine et entière. Pourquoi je dis ça? Parce que les retraites découlent du salaire et donc des cotisations versées, des cotisations sociales versées. Et je vous le dis, vous ne pourrez pas faire croire à personne que si nous n'améliorons pas les salaires des agriculteurs, qui restent bloqués entre 300 et 700 euros, comme par magie, ils auront à la retraite 1 000 euros. Ça ne fonctionne pas. Surtout que, dans le projet de loi retraite que vous portez, le taux de remplacement, c'est-à-dire le salaire, la pension de retraite sera calculée par rapport au dernier salaire, vous l'estimez à 60%. C'est-à-dire que si vous avez 1 000 euros de salaire, on estime que votre pension de retraite sera aux alentours de 600 euros. Donc, vous avez un problème. Ben oui, le taux de remplacement est à 60% dans l'étude d'impact. Donc, ben oui, mais c'est bien ça le problème. Donc, je vous le dis, déjà François Fillon en 2003 nous avait fait le coup de vous aurez la pension de retraite à 1 000 euros. Et 17 ans après, vous revenez et vous nous refaites le même coup. Ce n'est pas possible. La question est intimement liée au salaire. Il faut augmenter les salaires pour avoir de meilleures pensions de retraite. Sinon, vous passez sur un autre système qui ne s'appelle plus la répartition. Et là, c'est le système par capitalisation auquel vous voulez pousser. C'est-à-dire les plus gros salaires cotiseront pour pouvoir se faire une retraite et les autres devront travailler jusqu'au bout de leur vie. Il faut faire preuve un peu de pédagogie parce que là, on entend n'importe quoi. Excusez-moi de le dire comme ça. Pourquoi vous dites n'importe quoi? Alors, pourquoi? Argument par argument. Je vais vous le dire. Si ce projet de loi est voté, adopté, c'est dès 2022 que les agriculteurs qui auront une carrière complète auront droit à 1 000 euros. À combien d'annuités? Alors, justement, c'est l'équivalent de 600. C'est l'équivalent de 600 heures SMIC, c'est-à-dire à peu près 6 000 euros de revenus par an. D'accord? Bon, donc en ayant une carrière complète, c'est-à-dire de 43 annuités aujourd'hui, puisque c'est à peu près... Non, c'est 41,5 aujourd'hui. Non, qui va monter à 43. Je rappelle quand même que le gouvernement qui nous a précédés... Ah mais là je suis d'accord avec vous sur Marisol Touraine, on l'a combattu nous. On peut toujours... Oui, mais vous avez toujours tout combattu, sauf que les Français aujourd'hui, ils n'ont rien de ce que vous proposez. D'accord ? C'est facile, oui, mais c'est facile de combattre. Je rappelle que les communistes, quand ils ont introduit la retraite, etc., elle était à 65 ans et on était loin des avancées sociales que l'on a aujourd'hui. Bon, revenons donc au sujet retraite. En 2022... Non mais... Vous poursuivez.
En 2022, le minimum contributif, c'est-à-dire cette retraite, cette pension de retraite minimum quand on a une carrière complète, sera en vigueur. 43 ans. Voilà. Donc c'est dès 2022. Et ensuite, on va évoluer vers ce qu'on a dit, 85% du SMIC, puisque le SMIC va continuer à augmenter. Donc il est important que les retraités qui auront des carrières complètes, qui prendront leur retraite, seront calés sur 85% du SMIC. Donc ça ira au-delà de 1 000 €. Voilà. Donc ça, c'est ce que nous portons, c'est ce que nous voulons même si les salaires voter. actuels, c'est une question, même si les salaires actuels restent entre 300 et 700 €. Voilà. Mais maintenant, vous posez la question, et encore une fois, essayons de regarder aussi la situation qui est celle des agriculteurs aujourd'hui, parce qu'on entend aussi ces régimes autonomes. La MSA, donc quand on a introduit la retraite des agriculteurs en 52, d'accord, oui. Il y avait 4 agriculteurs pour 1 retraité. Aujourd'hui, c'est un actif, un agriculteur en activité pour 3 retraités. Donc la solidarité compte déjà pour 85%, d'accord. Donc nous, on va encore au-delà. Maintenant, vous pouvez promettre monts et merveilles, mais personne ne va y croire. Personne ne va y croire. Aujourd'hui, l'effort qui est fait dans ce projet de loi vis-à-vis des agriculteurs, et pas que, parce que le minimum contributif à 1 000 €, si les salaires restent aussi pour des commerçants, il y aura des pensions à 1 000 €. Pour toutes ces personnes qui travaillent beaucoup et qui n'arrivent pas à ce niveau de pension. Donc c'est une vraie avancée sociale. Avant de vous écouter, non mais alors je vais poser une question de journaliste très claire. Je suis agriculteur, dans quelques années je suis à la retraite, je gagne bon an mal an entre 300 et 700 €. Est-ce que si je prends ma retraite dans 3-4 ans, j'aurai une retraite à 1 000 €? Est-ce que je rentre dans ce cadre en gagnant 300 à 700 € par an? Oui. Par mois, par mois, oui, parce que... C'est ça la question. Non mais bon, si les journalistes sont les candidats, on pose des questions. Mais c'est ça la question. Je pense... Alors, attendez, c'est moi qui ai posé la question, alors maintenant... Je pense y avoir répondu. On part du principe que une année, c'est 600 heures au SMIC. 600 heures au SMIC, c'est 10 €. Enfin, si on parle en net, ça va faire à peu près 6 000 € de revenus. Et évidemment que là, on y est. Mais il faut évidemment qu'il y ait un minimum d'activité, évidemment, parce que sinon on tombe sous le coup du minimum vieillesse. Enfin bon, après il y a d'autres dispositifs ou de l'APSA. Si on est sur une retraite liée à son activité, c'est ce que je vous dis, c'est 43 annuités sur une base de 600 heures SMIC, c'est-à-dire à peu près 6 000 € de revenus déclarés. Voilà. Donc ça touchera évidemment, et si ce n'était pas le cas, vous croyez que la FNSEA ne serait pas dans la rue à manifester contre la retraite? Ils ont bien compris que cette réforme était avantageuse pour les agriculteurs. Personne ne peut croire que vous allez toucher plus à la retraite qu'au travail. Mais quand même. Écoutez, je viens de vous le dire. Ah bon, bah oui, on doit vous croire. Je viens de vous le dire, et c'est dans le projet de loi. On a encore 1 heure de débat, on va pouvoir y revenir, parce que c'est un besoin, a priori, d'éclaircissement. Voilà, donc c'est nouveau. Gaëtan Dussaucet. On voit que derrière tous ces chiffres et ces discours plus ou moins techniques, etc., au final, on ne sait absolument pas, on n'a pas une réponse claire de ce que va gagner un agriculteur une fois à la retraite. Tout le problème, on l'a dit, vous l'avez dit même vous-même, on était à l'époque avec 4 agriculteurs actifs pour 1 retraité, aujourd'hui c'est l'inverse. Donc tout le problème, c'est comment on fait pour rendre de la dignité à cette activité et comment on fait pour que les gens puissent travailler et gagner ce qu'ils méritent et faire en sorte que donc les exploitations agricoles qui aujourd'hui sont menacées de ne pas avoir de repreneurs puissent en trouver un prochainement. Il faut redonner en fait une vocation à ce métier. C'est tout ce qu'il faut. Et encore une fois, on peut parler de la retraite, on peut parler de la fin de l'activité agricole, mais il faut d'abord, encore une fois, s'atteler à la priorité qui est comment on fait pour redonner du sens à ce métier. Et ça, c'est avec davantage d'argent, davantage de rémunération, avec une meilleure protection de l'État, parce que, encore une fois, si vous voulez... On peut baisser les charges pour les agriculteurs, on peut essayer même d'amoindrir un certain nombre, d'assouplir un certain nombre de normes, etc. Même si je suis absolument contre, parce que je trouve qu'en ce qui concerne la sécurité alimentaire, nous n'avons pas le droit à la moindre erreur. Mais même en faisant ça, on ne sera jamais au niveau de rémunération d'un même produit qui est fabriqué dans de moins bonnes conditions et avec un moins bon salaire à l'autre bout du monde. Donc tant qu'on ne redonnera pas la possibilité à la France d'avoir une politique douanière qui permet de rééquilibrer les choses et de mettre un terme à la concurrence déloyale, tous ces débats n'auront absolument aucun sens et aucune utilité pour le train de vie des agriculteurs français.
J'entends ce que vous dites, mais permettre à la France de récupérer, comme vous dites, sa politique douanière, donc remettre des barrières tarifaires et non tarifaires aux frontières extérieures de la France, ça veut dire sortir du marché intérieur européen et sortir de l'Union européenne. Alors vous pouvez tourner les choses comme vous voulez, mais donc vous venez explicitement, pas implicitement, dire que vous souhaitez que la France sorte de l'Union européenne. Non mais dont acte, il faut juste que nos téléspectateurs sachent que le Rassemblement national prône la sortie de l'Union européenne avec tout le cortège d'incertitudes et d'inconnus que cela peut effectivement juste pour engendrer. être le plus clair possible, rester dans une organisation qui aujourd'hui dessert nos intérêts, appauvrit nos agriculteurs et est responsable de la détresse sociale de nos agriculteurs, personnellement, j'ai pas envie d'y rester. Si vous voulez y rester, c'est très bien. Mais moi, je veux au moins la changer profondément ou bien en sortir. National. Et tout cela précipiterait certainement un débat tout à fait intéressant, mais qu'on ne peut pas tenir maintenant. Clairement, le chef de l'État a quelques paroles fortes. Il dit on a ça. Il se met en bandeau actuellement, on a besoin du monde paysan, il faut que la France soutienne son agriculture et reconnaît qu'on a une agriculture de qualité, etc. etc. Mais bon, voilà, par-delà les discours et les paroles pleines d'empathie, il faut des actes maintenant et des preuves concrètes qui puissent se traduire concrètement et assez rapidement en bénéfice et en amélioration de la situation de nos agriculteurs. Clairement, il y a un certain nombre de choses qui doivent être faites, je le redis, sur les charges, sur les normes qui pèsent beaucoup trop lourdement, sur l'accompagnement d'un certain nombre de projets de jeunes agriculteurs, ou moins jeunes d'ailleurs, mais qui se lancent dans de nouvelles modes de production et un nouveau type d'agriculture. Clairement, je le redis, l'agriculture est la solution à beaucoup des défis qui se posent à notre pays. C'est ce dont nous devons prendre conscience. Vous pouvez prendre toutes les mesures que vous voulez. Si vous ne la protégez pas en amont, si vous ne lui permettez pas d'avoir un cadre, un environnement qui la protège où elle est finalement dans une concurrence juste loyale, ça ne servira à rien. C'est la seule chose qu'on demande, c'est rétablir de l'ordre, rétablir un peu d'équilibre, et ensuite on pourra mettre en œuvre en effet toutes les choses pour développer les exploitations agricoles. L'ordre et l'équilibre, des formules comme cela qui... c'est vrai, vous avez votre concrètement, moi je ne souhaite pas que l'on sorte de l'Union européenne, par exemple, mais qu'on défende notre agriculture. Si la concurrence est déloyale, bien sûr. Est-ce que personne n'a envie d'être favorable au dumping social, au dumping environnemental, au dumping fiscal et à la concurrence déloyale, bien évidemment. Qui dit marché dit organisation de la concurrence. Bien évidemment, s'agissant par exemple du Mercosur, dont je sais que les discussions au Parlement européen vont commencer. La situation et la position des Républicains est très très claire et nous l'avons dit dès le début, avant même qu'il n'y ait un pas de deux de la part d'Emmanuel Macron lors d'un sommet européen. D'abord, il a été pour, il a reconnu l'intérêt du Mercosur et ensuite il est revenu dessus. Nous avons toujours dit non au Mercosur. Je suis ici. On fait comment du coup pour régler la concurrence déloyale? Parce que vous ne répondez pas à ces questions. Vous ne voulez pas qu'on ait la possibilité d'avoir des barrières douanières? Mais nous avons non, il n'y a pas que la barrière. Vous voulez mettre un terme comme ça en claquant des doigts? Nous l'avons dit dans la campagne européenne. Je ne veux pas refaire la campagne européenne, mais nous avons nous, clairement, et on va voter au Parlement européen en ce sens, prôner par exemple une barrière écologique, bien sûr, clairement, et nous proposons... Au sein de l'Union européenne, vous faites comment? Au sein de l'Union européenne, les choses s'organisent différemment. Nous ne souhaitons pas que la France érige des barrières et des murs à ses frontières. Non, ça c'est clair. Nous ne souhaitons pas ériger des murs à la frontière. Le protectionnisme que certains appellent de leur vœu ou le repli. Comme 80% des pays dans le monde, monsieur. Je suis d'accord. Sauf que les conséquences, on l'a vu d'ailleurs avec le Brexit, les pêcheurs qui ne peuvent plus aller exploiter les eaux britanniques. Et voilà, non mais la réalité... Ça fait l'objet de négociations entre le chef de l'État, le gouvernement français et le gouvernement britannique. Écoutez, le protectionnisme d'une certaine manière, effectivement, vous allez empêcher des importations, je suis d'accord. Mais ne croyez pas qu'on va vous accepter vos exportations. Mais c'est déjà le cas. Mais attendez, tous les pays dans le monde, rêver. Vous voulez vous protéger de tout ce qui nous... Tous les pays dans le monde, excepté les membres de l'Union européenne et en particulier la France, font déjà du protectionnisme. Tous les pays dans le monde ont déjà des barrières douanières pour justement éviter que des produits qu'ils importent concurrencent déloyalement les produits au niveau national. Et vous pensez que ça va faire... Tout le monde le fait, sauf la France. Sauf que vous oubliez nos filières qui sont exportatrices, parce que heureusement on en a, et donc celles-là, vous pensez qu'elles vont être contentes d'un protectionnisme? Parce que évidemment les pays
à qui vous allez dire non, on veut plus de vos viandes, etc. Ils vont vous dire bon, nous, on veut plus de vos automobiles, etc. Mais ils le font déjà. Oui, attendez, vous me dites ça alors qu'aujourd'hui, l'Union européenne est incapable de protéger et de défendre nos intérêts dans les négociations avec Donald Trump et avec les Américains. Ça marche pas comme ça. Soyez pas donneurs de leçons. Croyez bien, on a un exemple avec le Brexit, avec notamment le cas des pêcheurs, qui voient bien que le Brexit, pour eux, c'est un problème, puisqu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus pêcher dans les eaux britanniques. Parce que les négociations n'ont pas été encore ouvertes là-dessus, et on le fera. Mais si vous arrêtez de croire que c'est l'Union européenne qui a inventé le commerce dans le monde, les échanges, le dialogue, etc. Mais c'est pas si facile que ça, et ne croyez pas non plus que la vertu du protectionnisme le continent européen est la bonne échelle pour protéger, effectivement, dans une concurrence et dans une mondialisation extrêmement compétitive et extrêmement exacerbée, est à mon avis le continent européen, l'Union européenne, la bonne échelle pour ensemble se protéger. Et si vous voulez me faire dire qu'il faut une politique commerciale, une politique commerciale plus en charge de la défense des intérêts européens, une politique de concurrence, une politique industrielle, une véritable stratégie commerciale et industrielle européenne, je vous le concède bien volontiers. C'est tout le sens du combat que nous allons mener, notamment au Parlement européen, nous, les députés européens, les Républicains. Allez, avant de donner la parole à Fabien Gay, Gaëtan du Saucé-Vouloir, on va aller faire un petit tour au salon, retrouver Charline Hurel. Charline, donc le chef de l'État, on le suit en direct, poursuit son périple au salon, et pour l'instant il circule le main, et il y a quelques selfies à la clé. Exactement, le président de la République qui est actuellement au pavillon viticole et qui était précédemment avec les céréaliers. Et regardez, on va vous montrer ici un comité d'accueil assez grand puisqu'il y a beaucoup de visiteurs qui s'amassent ici pour tenter de saluer le président. Certains ont des revendications à lui faire, d'autres simplement échanger quelques mots, échanger quelques photos. En tout cas, une situation qui est devenue un petit peu plus confuse ici au Salon de l'Agriculture puisque le président est bien désormais déambule dans ces allées, ce qui provoque certaines bousculades, en tout cas un amassement de beaucoup de visiteurs ici. Alors à noter quand même qu'il y a, même si l'accueil est assez chaleureux, des personnes qui interpellent Emmanuel Macron, notamment sur sa politique et sur la réforme des retraites. Emmanuel Macron tout à l'heure qui parlait avec une dame et qui lui disait qu'il était d'ailleurs prêt à recevoir les Gilets jaunes. Merci Charline pour cette carte postale. On va parler de tout ça, notamment du dossier des retraites, toujours en discussion. On l'a compris à l'Assemblée nationale. Vous vouliez peut-être revenir sur cette notion de commerce déloyal auquel est soumise l'agriculture française et comment doit-elle y répondre ? Oui, nous avons un problème et on voit bien le débat entre l'ultralibéralisme et le repli sur soi. Nous prenons une troisième voie. Non mais je dis, c'est le revers de la même médaille. Les mêmes arguments que Macron, quoi. C'est impressionnant. J'ai coupé personne dans ce débat. Non. C'est bien la première fois qu'on C'est bien la première fois qu'on me compare à Emmanuel Macron. Non, mais nous prenons autre chose, une autre voie. L'Europe des peuples et des nations libres, souveraines et associées. Et chaque mot est important. Nous avons un problème, c'est que c'est vrai, c'est la compétition au sein même de l'Union européenne. Et que les agriculteurs aujourd'hui français sont en compétition avec les agriculteurs polonais, avec les agriculteurs allemands ou espagnols. Et ça tire tous les droits sociaux et environnementaux vers le bas. Et ça permet, malheureusement, je le dis, le repli sur soi et à l'extrême droite partout de monter. Donc, il faut réorienter l'Union européenne. Il faut changer radicalement les projets. Je rappelle qu'en 2005, le peuple français avait dit non et qu'en 2007, il y a eu un coup de force au Parlement. Et malheureusement, c'est la réforme de la Constitution européenne, parce que 2005... faire voter le Parlement n'est pas un coup de force. Faire voter le Parlement contre l'avis du peuple français 2 ans avant, ça s'appelle un coup de force démocratique. Non, c'est pas tout à fait comme ça. Ça s'appelle un coup de force démocratique. C'était pas une constitution européenne. C'était le repli sur soi d'ailleurs. Nous pensons que l'Union européenne peut être la bonne échelle. Mais elle doit tirer les droits sociaux et environnementaux et économiques vers le haut. Et il faut des accords de coopération. Par exemple, je le dis comme ça, il y a eu l'affaire des faux steaks hachés, vous savez. On s'est aperçu que c'était une entreprise polonaise avec du bœuf certainement ukrainien qui n'était pas tracé aussi bien qu'en France. C'est une distorsion incroyable et un dommage pour les consommateurs et les consommatrices. Donc il y a une question, c'est qu'il faut que par exemple, nous ayons une DGCCRF opérationnelle au niveau européen. Mais ça, il faut le porter et le porter avec force. Pas faire
ce qu'est en train de faire Emmanuel. Là, c'est quelque part plus d'Europe. Oui, il faut plus de fonctionnaires européens, ce que vous êtes en train de nous dire. Non, mais quand je dis ça, c'est qu'il faut une coopération au niveau européen et pas de la compétition. C'est ça qui, en fait, nourrit les amalgames et nourrit en réalité la montée de l'extrême droite. Donc, c'est la même question ensuite avec le Mercosur, avec le CETA et avec l'ensemble des peuples dans le monde. Il y a eu, je le dis, depuis la nuit des temps, il y a eu des échanges entre les peuples. Et nous sommes pour avoir et continuer les échanges avec les peuples du monde entier. Mais des vrais accords de coopération et pas des accords de compétition. Alors, Dominique da Silva ou Gaëtan Dussosset, vous voulez y répondre tous les deux? Là-dessus, évidemment qu'il faut des échanges équilibrés, mais vous voyez, des pays avec qui on n'a pas d'accord, c'est complètement déséquilibré aussi. Enfin, dire qu'un accord, c'est pas équilibré, alors que sans accord, c'est mieux, je suis désolé, avec la Chine, avec l'Asie, on n'a pas d'accord particulier, et c'est pas formidable. D'accord, ça touche peut-être pas l'agriculture, mais enfin, dans plein d'autres filières, c'est pas forcément souhaitable. Bon, bref, tout ça pour dire que évidemment que si on veut rester dans un échange ouvert, et ce que l'on pense être le mieux pour les Français, parce que la France exporte aussi, il faut le dire. Pas suffisamment, c'est vrai, mais elle exporte aussi. Donc ce repli, cette fermeture, elle aura des conséquences. Mais arrêtez de parler de fermeture. Bah oui, mais parce qu'on peut avoir, par exemple. Mais vous étiez, par exemple, pas satisfait qu'on quitte finalement l'Europe, parce que derrière ce référendum, enfin, c'était l'idée. Est-ce que vous voulez être dans l'Europe, pas dans l'Europe, etc. Non, c'était pas ça l'idée. La question, c'était de ne pas avoir gravé dans le marbre les politiques libérales dans la Constitution. C'était ça. Non, c'était pas ça, puisque toute l'Europe tremblait à l'idée qu'on pouvait. C'était ancrer la règle des 3%, qu'on pouvait quitter l'Europe. C'est les budgets d'austérité. C'est ça en réalité que les Français ont refusé. C'était pas sortir de l'Union européenne. Personne n'a parlé de ça en 2005. C'était un peu ça quand même. Je pense que. Alors, parole au Rassemblement national. Gaëtan Dussosset. Ne parlez pas à ma place, vous le feriez très mal. Désolé, mais toutes ces caricatures de repli sur soi, extrême droite, avec les accusations qu'on entend depuis les années 80, 90, etc. Désolé, c'est pas très innovant en politique, monsieur. Encore une fois, vous nous dites, oui, l'Union européenne, c'est l'échelle absolument parfaite pour défendre les intérêts des Français. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que l'Union européenne, dans son fonctionnement actuel, dans son institution actuelle, dans son organisation actuelle, Gaëtan Dussosset, finissez. Merci. Eh bien, dessert complètement l'intérêt des Français et des peuples européens globalement. Vous dites que c'est une bonne échelle. Moi, je suis désolé, mais l'Union européenne, je ne l'entends pas quand il s'agit de défendre les intérêts des Français dans le monde entier. Parce que la France, elle ne s'arrête pas seulement aux frontières de l'Europe. Il y a aussi tous les départements d'outre-mer. Il y a aussi le monde francophone qui est excessivement important et sur lequel on pourrait faire des projets pharaoniques avec l'ensemble de ces pays pour s'ouvrir sur l'ensemble du monde. Vous voulez rester un peu cloîtré au niveau des frontières européennes en disant maintenant on remet tout à Bruxelles et on verra bien ce qui adviendra. Moi, ce n'est pas mon ambition. Moi, ce n'est pas mon ambition. Ce que je constate, c'est que la détresse des agriculteurs aujourd'hui, c'est la faute de l'Union européenne. La submersion migratoire dans notre pays, c'est la faute de l'Union européenne. Et là-dessus, non seulement vos gouvernements n'ont rien fait, vos projets politiques n'ont absolument rien fait, et ces résultats, ce sont les vôtres. Donc moi, ce que j'attends, c'est une alternative. On l'apportera en 2022. Soyez patients d'ici là. Bon voilà, le chef de l'État qui continue sa visite, il est au pavillon, si on en croit les images, du fromage devant une tranche a priori de gruyère. Vous m'arrêtez si je dis je commets une erreur, mais enfin ça ressemble quand même, oui, ça ressemble à du gruyère. Alors on parlait des retraites. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est pas du. Non, mais vous avez raison, absolument. C'est plutôt le Doubs, le Jura, c'est cette région-là. Voilà, c'est du direct. Le dossier des retraites. Alors. Il y a deux députés avec nous sur le plateau, il y a un sénateur, qui est représentant du Rassemblement national, mais il est jeune, il sera peut-être député ou sénateur un jour. Oui, ça sert à quelque chose encore. On en est où là dans ce débat? Qu'est-ce que vous allez faire cet après-midi, ce soir? Vous étiez peut-être en séance ce matin. Ça avance pas? Est-ce qu'il va falloir avoir recours au 49.3? Enfin voilà, il y a tout un tas de questions qui se posent. Écoutez, nous, les députés Les Républicains, je retourne en séance cet après-midi dès 15h. Nous avons dès le début très clairement dit que nous entamons ce débat et que nous poursuivons ce débat parlementaire avec, je dirais, détermination, opiniâtreté. On pratique ce que j'appelle une stratégie de proposition
propositions. J'ai emmené le projet, contre-projet pour les retraites que nous avons élaboré dès le mois de décembre, dès connu les quelques pistes du projet de l'exécutif, et nous proposons, amendement par amendement, article après article, nos propres propositions, nos propres idées pour sauver le régime de retraite par répartition, mais avoir une autre vision de la réforme qui nous semble indispensable pour assurer, encore une fois, l'équilibre de ce système de retraite dans un proche et plus lointain avenir, et puis arriver à une réforme qui soit à la fois juste, courageuse, équilibrée et compréhensible et lisible par les Français. Donc nous souhaitons que le débat se poursuive. Je ne vous cache pas que le débat est très lent, qu'il est très laborieux, que nous avons effectivement depuis le début de cette semaine à faire face à quelques cascades d'amendements et de sous-amendements, puisque le groupe La France Insoumise, d'ailleurs, qui ne s'en est jamais caché, pratique une stratégie d'obstruction. Nous avions déjà en commission parlementaire spéciale, parce que j'y étais également, souhaité que le débat se poursuive. Nous avons déploré que la commission parlementaire, qui devait étudier donc en amont, au préalable, le projet de loi proposé par l'exécutif, s'auto-sabote en quelque sorte et décide de ne pas aller jusqu'au bout de l'étude des amendements proposés. Alors après, on peut juger, certains ne s'en privent pas, de la pertinence et l'opportunité de telle ou telle stratégie et de telle ou telle qualité de l'amendement. Mais en tout cas, nous ne comprenons pas pourquoi le gouvernement s'est enferré et du coup a enfermé en quelque sorte l'Assemblée nationale dans un calendrier très, très contraint, avec quand même de la précipitation, le déclenchement de la procédure accélérée, le nombre record d'ordonnances dans ce projet de loi et la volonté de l'exécutif manifestement d'arriver à tout prix, on se demande bien pourquoi il y a une telle urgence à faire voter ou pas d'ailleurs, quitte à brandir la menace du 49.3, c'est-à-dire du non-vote, avant le premier tour de l'échéance municipale du 15 mars. Tout cela nous semble être extraordinairement inconvenant, pas du tout respectueux des droits du Parlement, et nous souhaitons que le débat se poursuive sereinement sur des propositions de fond. Alors, un peu de précipitation de la part de l'exécutif et de la majorité. Écoutez, aujourd'hui, au 6e jour de l'examen du texte donc, à l'Assemblée nationale, nous en sommes à l'alinéa 5 de l'article 1er, qui en compte, je crois, une quinzaine. Enfin, vous voyez où on en est. Bon, 42 000 amendements, des sous-amendements qui arrivent, amendement après amendement, donc ce qui augmente ce nombre-là. Bon, c'est vrai que ce n'est pas les Républicains qui sont les plus prolifiques en la matière. Vous en avez déposé 2300. On est dans 2200. Un chiffre qu'on peut considérer comme raisonnable sur un texte de cette ampleur-là. L'opposition. Mais j'ai là les chiffres de la France Insoumise, 23 421, et du groupe de gauche démocrate et républicaine, les communistes, 13 346. À eux deux, ils en sont à presque 37 000 amendements, c'est-à-dire quasiment, et on en est à 35 000 encore à examiner aujourd'hui. Franchement, c'est ni fait ni à faire. Enfin, l'image qu'on renvoie, qui est ni fait ni à faire. Non, mais c'est peut-être pas la bonne stratégie. Suivie par l'exécutif. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où aujourd'hui, on ne peut pas débattre sérieusement parce que je le voyais encore sur les amendements avant de venir ici. On est au mot près, on change un mot, une virgule, enfin voilà. On est dans ce débat-là et on en profite à chaque fois, à chaque amendement, pour refaire le tour de tous les sujets qui préoccupent l'opposition, etc. C'est l'article fondateur. Donc, autant dire qu'on est dans une impasse, évidemment. Je ne sais pas jusqu'où ira cette situation, mais le président Richard Ferrand l'avait dit, sans les sous-amendements, on en était déjà à 150 jours de débat. Donc, vous voyez, on est dans une situation de blocage, et le blocage, ce n'est pas nous qui l'avons demandé, bien au contraire, on veut débattre, mais très vraisemblablement, on ne pourra pas aller au bout de l'examen de ce texte. Et alors, le 49.3 se profile ou pas ? Ah, mais ça, c'est au gouvernement de le décider. Mais vous le souhaitez ou pas en tant que député de la majorité ? Non, mais je souhaite évidemment le débat. Mais si on ne retire pas cette flopée d'amendements qui ne sert à rien, parce qu'on est obligé d'étudier des questions avant qu'on traite vraiment du fond dans l'article qui est consacré au sujet. Mais ça, c'est l'article premier. Comme c'est l'article fondateur, attendez, on l'a rappelé. Dans l'article mais non, premier. Mais c'est pas acceptable parce que j'ai là, par exemple, c'est l'article qui. Mais attendez, j'ai là, prévoit tout. J'ai là, par exemple, l'examen
du projet de loi des socialistes en leur temps. Le titre, c'était « Garantissant l'avenir et la justice du système de retraite ». On aurait pu en parler, est-ce que c'est juste, etc., l'avenir, etc. On aurait pu effectivement disséquer chaque mot et faire des milliers d'amendements comme on le fait aujourd'hui avec le système universel. Pareil, à l'article 1er, on mettait en avant le fait qu'il fallait respecter le sexe, la vie en bonne santé, etc. On aurait pu aussi, à l'occasion de cet examen-là, déposer des milliers d'amendements pour dire, parce que la réalité, c'est qu'on ne respecte pas effectivement l'équité entre les sexes, entre les hommes et les femmes dans la retraite d'aujourd'hui. On ne prend pas en considération la vie en bonne santé, etc. Donc tout ça, excusez-moi, mais c'est de la foutaise. Tous ces amendements, enfin non, mais je parle des amendements de l'opposition et je parle pas des vôtres. Hein. Je pense qu'avec les Républicains, le droit d'amendement est consacré par la Constitution. Non, mais quand on change un mot de caractère dans une phrase, etc. Excusez-moi, c'est pas respectueux du débat démocratique, tout simplement. Alors, on va aller refaire un tour par le Salon de l'Agriculture. On rejoint Alison Tassin qui se trouve à côté du ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume. Alison. Oui, merci Monsieur le Ministre d'être en direct avec nous sur LCI. Un petit mot de cette atmosphère dans laquelle se déroule ce salon. Vous disiez c'est votre 25e Salon de l'Agriculture et pour vous ça se passe bien aujourd'hui ? Oui, c'est le 25e où je viens sans discontinuer comme élu quand je tenais un stand pendant plus de 15 ans. Les choses se passent bien. C'est à la fois mitigé dans l'ambiance. Tout le monde a envie de donner cette belle image de l'agriculture. Tout le monde a envie de montrer ce beau savoir-faire. Et parallèlement, les agriculteurs souffrent, c'est une réalité. Et ils souffrent, mais ils se battent. Ils ne baissent pas la tête, ils la relèvent. Et le président les a rassurés. Les a rassurés sur le budget de la PAC, les a rassurés sur les pesticides, sur les zones de non-traitement. La transition agroécologique est absolument indispensable. Elle va se faire, mais elle va se faire au rythme des campagnes, sans brusquer les choses, mais à un rythme soutenu. Vous disiez, il y a eu pas mal aussi de discussions en amont. C'est ça aussi la réussite, la clé de la réussite d'un salon ? Non, mais vous savez, moi je discute tous les jours avec le monde agricole, avec tous les syndicats, avec toutes les organisations économiques. Le président avait reçu les syndicats agricoles il y a une dizaine de jours à l'Élysée pour leur parler des sujets. Et ce qui compte, c'est vraiment de se mettre d'accord sur le constat et de voir quelles sont les pistes pour l'avenir. Et je crois que nous sommes globalement tombés d'accord sur le sujet. Et c'est une des raisons de la réussite de ce salon, je pense. Il y a aussi l'actualité qui s'invite au salon. On a vu le président échanger avec une femme autour des gilets jaunes. Il y a eu les retraites aussi qui sont venues. Le président n'arrive pas à se départir aussi de ce dossier de retraite. On le voit, c'est toujours quand même un motif de contestation. Mais évidemment, mais le président de la République, il est président de la République. Il vient là aujourd'hui, c'est la fête de l'agriculture. Mais les citoyens, les Françaises et les Français qui sont là aujourd'hui, il y aura 100 000 visiteurs. Ben, certains vont parler des retraites, d'autres vont parler d'autres sujets. Il y a des gilets jaunes, il y a des citoyens qui soutiennent le président Macron, d'autres qui sont dans l'opposition. C'est ça aussi la vie. Et ben lui, il est là pour donner le sens à sa politique, pour répondre aux questions qui lui sont posées. Et vous avez vu, il n'élude rien. Chaque fois qu'il est pris à partie, chaque fois qu'il est interpellé, il traverse, il quitte ses gardes du corps et le cortège pour aller parler aux personnes. Je crois que c'est ça qui fait la force de ce président. Un petit dernier mot aussi, vous avez été longtemps parlementaire, on évoque la possibilité d'un 49.3 peut-être la semaine prochaine déclenché à l'Assemblée nationale. Pour vous, est-ce que c'est quelque chose qui est indispensable pour faire avancer justement ce dossier des retraites ou c'est pas souhaitable ? Non, mais moi je ne peux pas répondre à cette question, c'est le président de la République qui prend la décision avec le Premier ministre et en relation avec les parlementaires. Le sujet n'est pas là. Le sujet c'est aujourd'hui il y a une majorité forte qui veut faire aboutir cette réforme. Un 49.3, c'est fait pour mettre au pas sa majorité. Il a été utilisé chaque fois qu'une majorité n'était pas fiable et qu'il fallait lui dire soit vous renversez le gouvernement, soit vous suivez. Et donc ça muselle la majorité. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout ça. La majorité est forte, elle est fiable. Il y a une immense majorité à l'Assemblée nationale qui veut faire cette réforme, sauf qu'il y a une partie de l'opposition, quelques dizaines, qui veulent tout bloquer, qui ne s'intéressent pas aux retraites des agriculteurs, c'est pas leur sujet, qui ne s'intéressent pas à l'âge limite de départ à la retraite, c'est pas leur sujet. C'est bloquer la machine, c'est faire péter le système, c'est montrer que ce gouvernement et le président de la République ne sont pas capables de faire voter une réforme. On va leur faire la démonstration que nous en sommes capables. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, d'avoir été en direct avec nous sur LCI.
Merci beaucoup Alison. On va réagir bien sûr sur ce que vient de dire le ministre de l'Agriculture. On va écouter également un échange qui vient d'avoir lieu entre le président de la République et des jeunes. Bon voilà, échange, on était avec Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture. On n'a pas pu entendre cet échange. Bon, le ministre de l'Agriculture qui parle de réussite pour ce salon, mais qui reconnaît quand même que l'ambiance est mitigée, pour reprendre son expression. Il reconnaît que le monde agricole souffre, avec le président de la République, selon lui, a rassuré le monde agricole concernant notamment la PAC et l'utilisation des pesticides. Et puis on en revient là où on avait laissé notre discussion sur le dossier des retraites à l'Assemblée, l'utilisation du 49.3. Si on le comprend bien, bon, il laisse au chef de l'État et au Premier ministre la décision finale. Il rappelle aussi, ce qui n'est pas complètement faux, le 49.3 par le passé, il a été utilisé pour mettre au pas une majorité qui était assez récalcitrante, on l'a vu dans le passé. Bon, sur ces propos, donc tous ces propos du ministre de l'Agriculture, sur la retraite notamment, pas de 49, ça vous rassure ? Non, mais moi je regrette parce que vos propos, vous avez passé 2 minutes 30 à commenter les commentaires. On n'est pas des commentateurs politiques, on est des hommes et femmes politiques. Alors que vous découvriez la Lune et que l'opposition s'oppose, bon, ça ce n'est pas le problème. Et je le dis avec un peu de force, faisons attention aux mots qu'on utilise. Foutaise, obstruction, etc. Le droit d'amendement, c'est un droit parlementaire et c'est un droit constitutionnel. Si on commence à dire que ceci est de la foutaise, cela peut nous amener au pire. Et je le dis, nous sommes 3 parlementaires sur ce plateau. Prenons le temps. Franchement, en plus, j'aime venir dans votre émission parce qu'on prend le temps et on a le temps du débat. Posons les questions, parce que personne ne s'intéresse en réalité à savoir si le 49.3, qui fait quoi, quel amendement, quel sous-amendement. Les Françaises et Français, depuis maintenant 6 mois, sont opposés à ce projet de réforme. Ils n'ont toujours pas compris à quelle sauce ils vont aller être mangés. Par exemple, pouvez-vous me dire à quel âge va partir la génération 1975 à la retraite? Et à quel âge va partir la génération 1985? Et surtout, à quel niveau de pension? Parce que c'est ça qui intéresse tous les Français. En réalité, on a amusé tout le monde pendant un moment avec l'âge pivot. Et puis maintenant, c'est l'âge d'équilibre. C'est-à-dire que c'est 65 ans. Mais il est amené, selon l'article 10, à évoluer dans le temps. C'est-à-dire que c'est 65 ans, puis 66, puis 67, jusqu'à 69 ans. Sinon, vous aurez une décote. Donc, en vérité, vous nous dites, mais oui, mais vous pourrez avoir la liberté de partir à 62 ans, mais avec une forte décote. Mais en réalité, quand vous avez déjà 1 000 € de pension, vous n'aurez aucune liberté. Vous serez obligé de travailler jusqu'à 65 ou 69 ans. C'est ça les questions qui intéressent les Français. Et par exemple, nous posons des amendements, je finis, parce que nous voulons la vérité. Nous avons besoin de vous faire parler. Par exemple, il a fallu quand même des heures et des heures de prise de discussion en commission pour qu'à un moment donné, vous nous dites, tiens, comment va être calculé le point? La valeur du point. La valeur du point. Et là, qu'est-ce qu'on a appris? Que c'était sur un indice qui n'existait pas aujourd'hui et qui allait être créé dans 6 mois. Ceci n'est pas sérieux. Alors, je vous le dis, les yeux dans les yeux, est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce qu'on n'a pas bien compris les explications, comment allait être calculée la valeur du point et avec quel indice? Par exemple, je pense que ça intéresse beaucoup plus les Français que savoir qui va utiliser le 49.3. Et d'ailleurs, il faudra dire à M. Didier Guillaume que ce n'est pas le président de la République qui l'utilise. Sur la Constitution, c'est le Premier ministre. Clairement. Alors, le président de la République est le garant des institutions. C'est pour une petite notion de droit constitutionnel. Alors, cet indice, pour répondre à la question précisément. Je prends des notes. Oui, prenez des notes. Parce que personne n'a rien compris. Prenez des notes. C'est le revenu moyen par tête. D'accord? Pourquoi on doit créer cet indice? Parce qu'aujourd'hui, on a le revenu des salariés. L'INSEE sait calculer le revenu moyen par tête pour les salariés. Si on veut être juste, il faut bien prendre en compte aussi, puisque le système étant universel, il faut bien prendre en compte les indépendants et les non-salariés. C'est pourquoi on a besoin de créer cet indice. Mais je dois vous rassurer, c'est que l'évolution des revenus des non-salariés, il n'est pas moins bon que celui de l'inflation. Donc, si on additionne finalement les revenus moyens, que ce soit par tête, par salarié ou par non-salarié, on aura forcément un indice qui sera meilleur que celui de l'inflation. Voilà, est-ce que j'ai été clair? Maintenant, c'est vrai que cet indice, on ne l'a pas et il faut le calculer, tout simplement. Mais
Écoutez, dans toutes les lois, l'INSEE n'a pas l'air emballé. Mais l'INSEE n'a pas l'air emballé à l'idée de devoir se plier aux injonctions de l'exécutif. Mais encore une fois, c'est en cohérence avec le système universel, puisqu'on y met à la fois des non-salariés et des salariés. Donc on ne peut pas avoir un indice qui ne reposerait que sur les salariés. Voilà, tout simplement, l'explication, elle est là. Et encore une fois, tous les projets de loi, quels qu'ils soient, quand on est sur ce détail-là, je suis désolé, c'est renvoyé. Mais c'est pas le détail. Non, mais quand je dis... Non, c'est pas le détail. Je parle de détail, je parle de précision. Ah bon? Voilà, excusez-moi, je reprends. Quand on a des points précis qu'il faut indiquer, c'est par voie réglementaire. C'est pas dans la loi. Je suis désolé. Mais non, la loi pose le principe. Ensuite, c'est par voie réglementaire que vous fixez exactement l'indice. D'accord. Et la valeur du peuple, ça fixée chaque année par voie réglementaire, par le Parlement. Non, mais qu'on comprenne, par les partenaires sociaux. Alors attendez, on va prendre parce qu'il y a beaucoup effectivement de questions qui se posent. Alors, la valeur du point, le calcul. Donc, revenu moyen par tête. Vous m'arrêtez si je trahis votre pensée. Revenu moyen par tête. Et dans ce revenu, on inclut toutes les professions, ça les salariés, les indépendants, etc., etc. C'est ça, hein. D'accord. C'est un indice qui n'existait pas et qui va être créé. Bon. Allez, maintenant que c'est peut-être un peu plus clair, enfin, j'espère. Gaëtan Dussaucet, oui, non, c'est plus clair ou pas? Non, j'ai plus l'impression que la conclusion, c'est on ne sait toujours pas ce qu'on gagnera à la retraite lorsque ce sera notre cas. Mais juste pour revenir un peu sur ce qui a été dit jusqu'à présent, je suis entièrement d'accord avec notre ami sénateur communiste sur le fait qu'en effet, les Français, ce qui les intéresse plus que cette histoire en fait de fonctionnement de l'Assemblée nationale, de comment la réforme va passer ou ne va pas passer, ce qu'ils veulent, c'est un peu savoir ce qu'il y a sur le fond. Mais je pense que plus que de savoir ce qu'il y a dans le fond de cette réforme, ce qu'ils aimeraient, c'est pouvoir décider. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, et on l'a vu avec ces derniers mois de mobilisation, c'est que les Français, finalement, n'ont aucun pouvoir de décider pour eux-mêmes ce qui va être fait dans leur pays. Parce que l'Assemblée nationale ne les représente pas, parce que lorsqu'ils manifestent, on ne les écoute pas, et parce qu'on refuse, et Emmanuel Macron refuse de présenter ce texte par référendum. Donc, au final, ils peuvent... Oui, alors ils pourraient tout savoir sur le fond, ce qui est un peu compliqué, parce que même les députés de La République En Marche ne le savent pas eux-mêmes, mais derrière, ils n'auront pas la possibilité de choisir et de décider si oui ou non ils veulent de cette réforme. C'est ce que je regrette. Et aujourd'hui, derrière un peu on va dire cette espèce d'actualité autour du 49.3 et compagnie, en réalité, moi, ce que je vois, c'est une espèce de double manipulation. Une manipulation d'un côté de la majorité, du président de la République, Emmanuel Macron, qui veut à tout prix faire passer sa réforme avant l'échéance municipale, parce qu'il se dit que comme ça, il sera toujours un peu le président des réformes, et donc il pourra un peu capitaliser sur son électorat plutôt ultra-urbain, un peu bourgeois, et essayer de ne pas se faire marcher et déborder par le Parti Socialiste ou les Républicains. Et de l'autre côté, l'autre manipulation, qui est celle des Insoumis, qui en fait savent très bien que cette réforme va passer parce que le président de la République a la majorité. Donc cette réforme, elle va passer avec 49.3 ou sans 49.3, elle va passer. Le seul moyen de l'empêcher, c'est non seulement de mettre une raclée électorale à Emmanuel Macron aux élections municipales, mais c'est aussi en réclamant le référendum pour que les Français puissent, eux, dire non à cette réforme. L'Assemblée ne les représente pas, c'est à eux de reprendre le pouvoir, mais pour ça, il faut qu'ils exigent le référendum. Bon, référendum, pas référendum, une question. Simplement une petite question, je ne suis pas spécialiste, moi, de la technique parlementaire. On est le 22 février, est-ce que ce texte peut être voté d'ici le premier tour des municipales, c'est le 15 mars, hein, si ma mémoire est exacte. Est-ce que c'est possible? Là, je parle de la technique parlementaire. Est-ce que c'est faisable? Non, c'est pas possible. En l'état actuel, avec le nombre d'amendements examinés, c'est impossible. On a connu dans le passé, j'ai été conseillère parlementaire, on a connu dans le passé des discussions qui ont duré 15 jours, 3 semaines. J'ai souvenir, il y a plusieurs années de cela, d'un projet de loi qui était défendu par un ministre de l'économie et des finances qui avait généré la production de quelques 130 000 amendements. On est arrivé au bout du débat. Ça a mis 3 semaines. Il y a un moment où, de discussion politique en discussion politique, dans l'écoute, le respect mutuel, l'échange, on peut réussir à faire en sorte que la majorité reste majoritaire, mais que les oppositions s'expriment, fassent prévaloir leurs propositions principales, leurs points durs, et puis ensuite, il y a un rythme qui s'installe et des amendements. Si les choses se passent convenablement, si chacun est traité, écouté avec considération et respect, il y a des amendements qui, c'est de la technique parlementaire, ne sont pas défendus et donc de facto tombent très très vite. Ça, c'est déjà fait dans le passé. Ça, c'est quand le débat s'engage avec d'emblée un esprit, je dirais, de sérénité et de coopération, quand on n'est pas dans la précipitation, quand on
est dans quelque chose de clair, alors que là, on n'est pas du tout dans quelque chose de clair. On a non seulement des ordonnances, on a une procédure accélérée, ce qui d'emblée met la pression, on a cette date butoir des élections municipales, on a par ailleurs également la conférence de financement dont les travaux qui commencent à prendre sérieusement l'eau, mais étaient censés se dérouler concomitamment aux travaux à l'Assemblée nationale, ce qui prive la représentation nationale, l'Assemblée nationale, de tout le volet financement. Donc c'était un texte à trous, parfaitement incomplet, parfaitement déséquilibré, tout cela n'étant pas digne de la représentation nationale. Il y avait fort à parier, et là je ne comprends pas que vraiment on n'ait pas su anticiper que nombre de parlementaires se braquent et considèrent que tout cela n'était pas digne ni respectueux des droits du Parlement, et que donc on arrive à cette situation-là. Mais Voilà, on aurait on pu rappelle que imaginer faire les choses autrement. Il y a une autre négociation entre les partenaires sociaux. C'est ça, la conférence de financement. C'est ça, voilà, qui réunit les partenaires sociaux et le patronat, les deux, Voilà. pour le financement, la pénibilité, quelques sujets qui sont extraordinairement importants et dont les parlementaires n'ont pas le droit de connaître, bizarrement. Pour répondre à votre question, après vous répondrez. Comment ça va se passer? C'est le ministre en relation avec le Parlement, donc Marc Fesneau, qui, avec la conférence des présidents de l'Assemblée nationale, fixe le calendrier. Donc il appartient là au gouvernement, s'il y a trop d'amendements, de décaler, je dirais, le calendrier parlementaire. Il y a, je le dis comme ça, parce que le gouvernement s'est fixé l'ambition de passer cette réforme avant le 15 mars, c'est-à-dire le premier tour des élections municipales, mais rien ne l'y oblige. Le débat peut continuer à l'Assemblée nationale, après le 15 mars et au mois d'avril, puis venir ensuite au Sénat. Mais l'objectif du gouvernement, c'est que tout soit bouclé fin juin. Mais je le redis parce qu'il y a beaucoup de questions où vous n'avez pas répondu. À quel âge va partir la génération 75 ? À quel âge va partir la génération 85 ? Ça, c'est des questions. Et avec quel taux de reversement, je le dis, avec quel taux de pension aujourd'hui, c'est entre 60 et 75%. Il est prévu, je le dis, dans l'étude d'impact, que tout le monde soit ramené à 60%, ce qui fait perdre aux fonctionnaires l'ensemble de leur carrière, puisqu'elle sera calculée non plus sur les 6 derniers mois, mais sur la totalité de leur carrière. Donc ça, c'est des grandes questions qui restent à l'ordre du jour. Et puis je le dis quand même, comment vous êtes parlementaire comme moi, mettons 30 secondes de côté les différences que nous avons sur ce débat-là. Mais comment pouvons-nous accepter qu'un gouvernement, quel qu'il soit, vienne devant le Parlement avec un texte qui contient 64 articles, dont 29 ordonnances. Et là-dessus, il n'y a même pas la question du financement qui est remis à côté, dont on sait qu'elle se passe très mal et qu'en vérité, rien ne sortira, parce que la seule question qui est posée, c'est vous ne pouvez pas parler des exonérations de cotisations sociales, vous ne pouvez pas parler de l'augmentation du PIB, vous parlez de à quel âge d'équilibre, est-ce que c'est 64 ou 65 ans. Donc ceci n'est pas sérieux. Comment vous pouvez admettre cela ? Je le dis comme ça, parce que si nous laissons faire, ce gouvernement va passer en force, certes, mais contre la majorité du peuple français. Et nous exigeons, nous, depuis le début, le retrait. Maintenant, nous exigeons la question, c'est le référendum. 67%, c'était chez vos confrères de l'Humanité la semaine dernière, 67% des gens sont d'accord pour l'organisation des référendums. Et contrairement à ce que dit la porte-parole du gouvernement, il n'y aura pas besoin de 65 référendums, un seul. L'article 11 de la Constitution le garantit. Vous posez la question, est-ce que vous êtes pour ou contre cette réforme des retraites, les 65 articles là-dedans, et nous aurons un débat politique. Et puis, puisque vous n'avez pas réussi à me convaincre en 6 mois, peut-être que vous y arriverez en quelques semaines pendant l'organisation de ce référendum. Je viens de faire le calcul en minorant au maximum le temps d'examen d'un amendement. Il en reste à peu près 35 000. À 2 minutes par amendement, et croyez-moi que c'est même pas le temps de parole voilà. Ça fait 70 000 minutes, vous divisez par 60, etc. On arrive à quoi? 97 jours. D'accord? Bon, alors, si vous voulez qu'on siège 97 jours, juste pour répondre toujours à une... Mais non, mais attendez, non, le boulot, je suis désolé, le boulot, c'est pas de répondre 1000 fois, 2000 fois la même chose. Parce que c'est ce qui se passe. On apporte des réponses et pour autant, on revient avec la même question. Et on revient avec la même question. Tout le temps, pour avancer, c'est pas possible. Pas référendum. Mais référendum sur une... Alors ça veut dire quoi? Vous êtes pour ou contre le système universel? Non, pour le projet de réforme. Bien sûr. Tout à fait. L'article 11 de la Constitution permet que si c'est sur un champ économique et social, et pour le coup,
le champ social, le projet de réforme des retraites, tous les constitutionnalistes de tous bords le disent, rentre parfaitement dans l'article 11. Posez la question, est-ce que vous êtes pour ou contre la réforme des retraites? Je le dis, en 2005, il y a eu un débat de haut niveau et la Constitution européenne était bien plus compliquée et il y a eu beaucoup de débats politiques et pour le coup... Mais évidemment qu'en entendant certains dire n'importe quoi... Et pourquoi n'importe quoi? Non, attendez, Dominique Silva, allez-y. Parce que c'est vrai. L'article 11 de la Constitution ne garantit pas le référendum. Le fait de vouloir baisser la valeur du point, tout ça est faux. Mais donc vous irez forcément... au débat. Si, attendez, et vous le démontrerez. Bien sûr, on aura toutes les oppositions pour dire que ce projet de loi est mauvais et les Français... Mais qu'est-ce que vous insinuez, monsieur? Vous insinuez que les Français ne sont pas capables de décider par eux-mêmes, raisonnablement, de s'informer, d'aller chercher l'information et de trancher si oui ou non? Là, c'est ce que vous dites. Vous dites que les Français sont des idiots et qu'ils n'arrivent pas à cerner le vrai. Je ne dis pas ça, mais c'est ce que vous êtes en train d'insinuer. Une réforme de cette ampleur, je le dis, et si demain vous êtes au pouvoir et que vous voulez gouverner par référendum, je vous souhaite bien du courage. Parce que là, c'est facile, quand on est dans l'opposition, d'appeler au référendum, mais je crois que si vous deviez être au pouvoir, et je ne l'espère pas, je pense que là, le référendum, vous en voudriez plus. Parce que ce n'est pas possible de voter. On est dans une situation de blocage. Mais c'est ça qui nous permettrait un nouveau souffle. Regardez encore une fois, on le démontre. À l'Assemblée, vous faites tout pour bloquer. La majorité des Français sont contre votre projet. Il n'y a pas un seul sondage qui a montré qu'il y avait un accord. On arrive au 49-3. Non, nous voulons la vérité. Les députés communistes, les parlementaires communistes veulent la vérité. Et pas démocrates, etc. On l'a compris. La stratégie, elle est là. La génération 75, à quel âge elle part? C'est ça la question, vous l'avez toujours pas répondu. On posera la question. Constance, vous avez votre petit fascicule là, pour voilà. On a quelques grandes lignes. Qu'est-ce que vous en pensez? On risque de répondre à une question qui n'a rien à voir avec ça sera pour ou contre Emmanuel Macron, c'est ça votre Globalement, réponse? souvent comme ça que se déroulent les campagnes référendaires. Le fond de ma pensée, moi, à titre personnel, je ne suis pas favorable à l'emploi systématique du référendum. Ma famille politique peut être d'avis un peu différent. C'est vrai qu'on a une tradition gaulliste incontestable, effectivement, chez les Républicains, qui fait que beaucoup de mes collègues parlementaires, de responsables de ma famille politique, ont une inclinaison, je dirais, toute naturelle vers l'utilisation du référendum. Donc la question, effectivement, elle n'est pas tranchée, mais elle se pose au sein de ma famille politique. Je vous ai donné, en toute franchise, j'ai pas l'habitude de me cacher derrière mon petit bas. Moi, je suis très attachée à la démocratie représentative, mais je veux dire, jamais la question de revenir, je dirais, vers le peuple souverain et d'utiliser une arme qui existe dans la Constitution de la Ve République depuis les origines n'est une question anodine ou qu'il faut balayer d'un revers de main rapide. Très franchement, voilà. Nous, on est engagés, je suis députée, donc je suis engagée dans un débat parlementaire, dans une bataille parlementaire, effectivement, pour faire prévaloir des choses réelles, des choses concrètes, des questions appellent des réponses précises que nous n'obtenons pas toujours. Donc, moi, je souhaite, au point où nous en sommes, que l'on puisse mener dans la clarté et dans ce que les Français attendent de nous, de faire notre job de parlementaire jusqu'au bout, avoir ce débat jusqu'au bout. Je suis encore une fois assez abasourdie de l'impréparation, l'amateurisme, l'improvisation du gouvernement qui n'a même pas anticipé qu'il pouvait y avoir des difficultés à l'Assemblée nationale sur ce sujet qui fait quand même l'objet de beaucoup de contestations sociales depuis plusieurs semaines maintenant et qui n'a même pas envisagé, par exemple, de recourir à ce qu'on appelle, c'est dans la Constitution depuis la révision constitutionnelle de juillet 2008, le temps législatif programmé qui permet de cadrer le temps de parole de chacun des groupes politiques, qui permet à chacun des groupes politiques de prendre ses responsabilités et d'insérer son propre combat pour porter ses propositions dans le cadre de ce temps législatif programmé. Donc tout cela est ni fait ni à faire avec, encore une fois, de même que le texte est un texte à trous, une absence de stratégie politique de la part du gouvernement qui nous laisse, je dois dire, pantois. Donc au point où nous en sommes, nous souhaiterions que les choses continuent à pouvoir être débattues calmement, qu'on permette à toutes les oppositions de s'exprimer. Ça prendra le temps que ça prendra, mais c'est cela, à mon avis, que nous devons aux Français. Bon, un petit mot sur la trace, je voudrais qu'on parle aussi, il y a eu un sommet européen cette nuit, qui s'est achevé sur un échec. Bon, les 27 maintenant, il faut arrêter de parler des 28, vont se revoir pour tenter de trouver une solution au fait qu'il n'y ait plus d'argent provenant du Royaume-Uni, et c'est la PAC qui est directement impactée sur les retraites. Sur le référendum, moi je ne suis pas un grand fan du référendum. Mais pourquoi nous l'avons demandé? Parce que nous sommes dans une situation de blocage. Le pays est bloqué, la contestation sociale continue. Bloqué. Non mais
il y a une colère sociale sourde quand même. Il y a eu 2 mois de grève. Il y a eu des gens qui ont touché 0 € pendant 2 mois. Non mais je dis ça parce qu'il ne faut pas l'oublier. Donc c'est pour ça que nous disons, mais si nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord, s'il y a une telle colère sociale, repassons devant le peuple souverain. L'article 11 le permet. Je pense que sur un dossier tel qui a à cœur tous les Français, c'est notre retraite, parce que la retraite, c'est le droit au bonheur après une dure vie de travail. C'est ça. Donc on ne peut pas le balayer comme ça en quelques semaines, en plus dans une procédure accélérée. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas une deuxième lecture. Donc en plus, je rappelle quand même que le Premier ministre avait dit « vous n'aurez pas la conférence de financement en première lecture, c'est normal, vous l'aurez en deuxième lecture ». Puis après, on a appris qu'il y a une procédure accélérée, donc la question du financement ne passera jamais devant le Parlement. Vous voyez, donc tout ceci conduit à cette situation de blocage dans le pays, mais aussi au Parlement. Donc, redonnons la parole au peuple français. Et il sera souverain, et c'est lui qui nous permettra de respirer à nouveau. Je le dis. Pour répondre plus précisément à cette question de référendum ou pas référendum, il y aura mieux qu'un référendum en 2022, c'est les élections présidentielles. D'accord ? Et le texte que l'on va voter, de toute façon, n'aura pas de conséquences puisque son entrée en vigueur, d'une certaine manière, est à 2025. Donc, on verra bien, effectivement, si les gens seront d'accord avec vos propositions, puisque vous proposez, je crois, une retraite à 60 ans, à taux plein, etc. On verra bien comment, d'ailleurs, votre étude d'impact dans vos propositions sera flamboyante, puisqu'on comprendra tout de comment vous allez financer tout ça. Et on verra aussi comment, les uns et les autres vont pouvoir se positionner par rapport à ce texte. Il sera encore temps de le faire. Donc pas de référendum, tout simplement, attendons les élections de 2022. Répondons pas à la colère sociale dans le pays, vous avez raison. On fait tout ce bazar, si c'est pour nous dire de toute façon que tout cela ne sera appliqué qu'au calendrier grec. D'ailleurs, c'est vrai que 2030, 2040, 2045, pour certaines dispositions. Quand vous avez fait des réformes de retraite, ça s'appliquait dès l'année suivante ? On n'a jamais repoussé à 40 ans, quand on est passé de 60 à 62 ans, ce qui était une réforme courageuse. Et pour le minimum contributif, par contre, ça sera en vigueur effectivement en 2022. Ça, on a appris que maintenant, on allait toucher plus à la retraite qu'au travail. Il sera encore temps de dire aux agriculteurs, non, on n'est pas d'accord avec vous, on va vous laisser dans le régime actuel, etc. Il sera encore temps de le dire en 2022. Bon, on va pas quitter le monde agricole ni Emmanuel Macron, puisqu'il n'a pas dû dormir beaucoup d'ailleurs, le chef de l'État. Autre parenthèse, petite parenthèse. Échec du sommet consacré donc au budget de l'Union, puisque maintenant, vous le savez, le Royaume-Uni ne contribue plus à ce budget. Les 27 vont se revoir. Alors, explication d'Emmanuel Macron, la France a refusé un mauvais accord. On va donc se revoir. Nous avons donc mis fin à ce sommet relatif aux perspectives financières, donc au budget de l'Europe, sur un constat de désaccord. Et donc, nous n'avons pas réussi à trouver une solution durant ces 2 journées, cette nuit de travail. Je le regrette très profondément. Nous avons refusé un mauvais accord sur la PAC. Nous n'avons pas sacrifié la politique agricole commune. Et je l'ai dit très clairement, ce n'est pas la politique agricole commune qui peut payer pour le Brexit. Alors, il y a 2 choses. Donc, il y a cette question budgétaire liée au financement de la PAC, qu'on voudrait voir revenir de 38 à 28%. Puis il y a une autre question, et là qui s'adresse plutôt à Emmanuel Macron, sa vision de l'Europe. Sur qui peut-il s'appuyer à présent pour asseoir sa vision de l'Europe ? Là, on sait qu'Angela Merkel, par exemple, a fait un peu du Margaret Thatcher, c'est I want my money back. Voilà, les positions semblent figées. Évidemment que c'est un combat difficile, tout le monde le sait, puisque la PAC est plutôt profitable à la France, on le sait bien, et donc on a énormément de pays européens qui seront évidemment pas favorables à ce qu'on maintienne avec le départ du Royaume-Uni. C'est le combat effectivement de nos députés européens, le combat du président de la République, et je crois qu'il va le mener âprement pour qu'on gagne. Mais dire aujourd'hui qu'il suffit de tel ou tel partenaire pour résoudre le problème, évidemment que non, c'est pas à l'ordre du jour pour le moment, mais en tout cas il sera combatif, ça j'en suis certain, pour défendre nos agriculteurs.
En réalité, ce qu'on cesse de répéter depuis un certain nombre de mois et d'années, mais qui s'est pas forcément bien entendu, c'est que la PAC, je le crois, c'est l'arnaque du siècle. Un peu comme le budget européen de manière plus globale. Vous savez que chaque année, la France, oui, je vais le dire, je vais expliquer pourquoi. La France, elle verse quasiment 20 milliards d'euros chaque année pour le budget européen. Mais elle n'en reçoit, elle est déficitaire que lorsqu'on lui réattribue également, PAC comprise, de, je crois, dans mes souvenirs, c'est 8 ou 9 milliards. 7-8 milliards d'euros. 2014-2018, on a fait l'émission hier, c'était moins 7 milliards d'euros. C'est ça. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Si je prends par exemple ne serait-ce que l'exemple de la PAC, mais ça vaut plus globalement pour l'ensemble du budget européen et de la contribution française au budget européen. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, parce que cette contribution, c'est l'argent des contribuables français, c'est l'argent des Français. Ça veut dire qu'en fait, concrètement, vous donnez 100 euros, vous donnez 100 euros à quelqu'un qui va décider pour vous comment vous allez devoir dépenser ces 100 euros et il vous rend de ces 100 euros seulement 80. En disant, mais les 80 euros, vous les mettrez là. Donc, en fin de compte, pour moi, c'est l'arnaque du siècle. C'est-à-dire qu'on donne de l'argent à quelqu'un pour décider à notre place et en plus, il ne nous rend pas tout l'argent. Écoutez, c'est exactement le propos contenu les Britanniques et effectivement, vous êtes dans cette logique-là. Oui, c'est-à-dire, voilà, donc c'est le Frexit que vous dites. Non, mais bien sûr. Donc dites-le. C'est une renégociation. C'est une renégociation des traités européens pour faire en sorte que les États puissent décider de là où ils investissent l'argent. Je n'ai pas envie que quelqu'un qui ne défend pas les intérêts de mon pays, qui n'a pas été élu par mon pays, me dise ce que je dois faire avec mon argent. C'est mon argent. Je veux savoir où est-ce que je veux le dépenser. Je veux le dépenser dans le service public, dans l'école, dans la culture, dans la sécurité, dans le renforcement en dehors de l'Europe. Voilà, c'est ce que vous proposez. C'est juste la possibilité. Non, on propose aux Français de retrouver la possibilité de décider pour eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, cette Union européenne et le gouvernement français en particulier, non seulement gouvernent sans le peuple, mais même la plupart du temps contre le peuple. Et c'est ça que je regrette. Donc sur la PAC, ce que nous proposons, c'est la mise en place d'une politique non plus agricole commune, mais une politique agricole française, où nous pourrons décider d'aller soutenir les exploitations agricoles, d'aller soutenir le bio, d'aller soutenir un certain nombre de développements et d'améliorations que nous pourrions faire, mais en le décidant nous-mêmes, souverainement, sans s'en remettre à quelqu'un d'autre. Et vous expliquerez à tous ces gens qui seraient licenciés, parce que, encore une fois, on travaille aussi pour l'Europe. Enfin, sortir de l'Europe, ça a aussi des conséquences économiques. On n'a pas parlé de sortir de l'Europe, on a parlé de donner plus d'argent. Vous donnez 100 euros, vous en recevez 80, vous êtes content? Mais c'est pas uniquement sur le plan monétaire, il y a d'autres échanges, il y a d'autres intérêts. Attendez. Il va falloir m'expliquer lesquels. Écoutez, il faut voir précisément les échanges que l'on a. À notre orateur du Rassemblement national d'être assez logique et assez conséquent et cohérent. Et la logique est celle de la sortie de l'Union européenne. Des traités européens. La logique du Frexit. Voilà, c'est ça. Mais enfin, les traités européens, ils doivent être négociés, ils doivent être. Je sais bien, c'est extraordinairement laborieux et il faut trouver surtout des alliés. Juridiquement, effectivement, on le voit, on peut sortir, un peuple peut sortir de l'Union européenne, on l'a vu avec le référendum britannique, et une révision des traités, elle est juridiquement toujours possible. Elle est simplement extraordinairement difficile si on n'arrive pas à provoquer à l'unanimité cette révision des traités. Donc c'est un défi majeur sur lequel il me semble que vous voulez clairement maintenant vous engager. Ça sera certainement l'un des enjeux de l'élection présidentielle de 2022, le Frexit or not Frexit, si je puis dire. Nous souhaitons simplement, sans vouloir nous lancer dans des combats pharaoniques, entre guillemets, qui épuiseraient l'énergie de chacun, faire en sorte qu'effectivement les positions françaises en matière budgétaire soient clairement exposées et que la défense des intérêts français, agricoles et autres, soit clairement la ligne prioritaire du gouvernement français. Juste une petite question. Lorsqu'ils renégocient la part du budget consacré à la PAC, est-ce qu'ils sont obligés de sortir des traités européens pour faire ça? Bien sûr que non. Bah alors on peut renégocier ce que l'on veut et l'utilisation que l'on a de l'organisation de l'Union européenne. C'est l'objet des négociations qui sont actuellement en cours, qui ont achoppé. Ça peut se modifier, ça peut se discuter sereinement, sans forcément renverser toute la baraque. Mais c'est ce qui est fait actuellement dans les négociations pour les perspectives financières pluriannuelles, aussi bien au Parlement européen, parce qu'il se trouve qu'il y a quand même un système avec des gens qui sont élus par le suffrage universel direct qui vont siéger au Parlement européen. Le Parlement européen est également amené à donner plus que son avis, parce que c'est lui qui vote ou pas, in fine, sur le budget pluriannuel. Et là, effectivement, les négociations sont en cours. Elles sont dures, clairement, parce qu'il y a un club de pays qu'on qualifie un peu rapidement de radins, entre guillemets, qui n'ont pas la même vision. Et qui nous considèrent un peu comme faisant partie du club. Non, un dernier mot. Franchement, on voit bien que l'Union européenne, quand le couple franco-allemand n'est pas mu par une vision, une stratégie des intérêts communs, on voit bien que l'Union européenne a énormément de mal à avoir une vision et une stratégie.
Et il y a quand même actuellement un échec patent de la relation franco-allemande qui est extrêmement préjudiciable, notamment aux intérêts bien compris de notre pays. Oui, d'où ma question sur qui Emmanuel Macron, à présent, peut-il s'appuyer pour sa vision de l'Europe? Parce que là, il y a une tendance quand même, quand on voit ce qui s'est passé à Bruxelles pendant 48 heures, c'est qu'en fait, les pays disent, nous, on ne veut pas donner plus qu'on reçoit. C'est quand même une tendance de fond là, qui se dessine. Et je rappelle les propos de la chancelière allemande, c'est un petit peu ça, ce qui n'était pas le cas auparavant. Alors moi, je ne sais pas sur qui peut s'appuyer Emmanuel Macron, c'est à lui de décider. Si nous étions au pouvoir, nous nous appuierions par exemple sur ce qui est en train de se passer en Espagne et au Portugal, où il y a des gouvernements progressistes, et je pense qu'il faut aller à la renégociation des traités. Nous ne sommes pas pour la sortie, non pas de l'Europe, on ne quitte jamais l'Europe, parce que l'Europe est un continent. L'Union européenne, nous ne sommes pas pour la sortie de l'Union européenne, mais nous sommes pour engager la renégociation d'un certain nombre de traités. Je le redis, ces traités, en fait, sont faits pour que, quels que soient les gouvernements, ça soit toujours l'austérité qui soit aux manettes. Et c'est ça le problème. Et c'est ça qui nourrit ce sentiment, en réalité, des peuples contre l'Union européenne et qui fait, je le redis, progresser l'extrême droite avec des discours faciles, je le reconnais, une cohérence, et c'est ça qu'il nous faut combattre. Donc la réalité, c'est que là, sur la renégociation qu'il va avoir au niveau de la PAC, il ne faut pas que ce soit nos agriculteurs et nos agricultrices qui en paient le prix. Ça, ce n'est pas possible. Je rappelle quand même que s'il n'y avait pas la PAC, malheureusement, les aides qu'aujourd'hui qu'ils ont seraient extrêmement diminuées. Donc la PAC, nous y tenons, et il faut que nous soyons extrêmement sérieux, extrêmement forts pour négocier une bonne PAC. Parce que ça sera pour les 5 prochaines années. Ce n'est pas rien, parce que si vous perdez de l'argent pour la PAC, là nos agriculteurs et agricultrices seront en très grande difficulté. Nous ne pourrons pas amorcer le modèle d'agriculture paysanne, d'aller vers le bio. Donc là, il faut que, évidemment, le gouvernement soit très ferme sur cette question-là. Je ne sais pas, après, c'est à eux de décider avec qui ils le feront. Mais je le dis là aussi, ça ne peut pas se faire dans la mise en compétition entre les peuples. Vous évoquiez ceux qui sont frigos, qui ne veulent pas donner plus qu'ils reçoivent. Non, mais peu importe. Si nous continuons sur cette lancée, malheureusement, ce qui est arrivé avec le Brexit, je ne l'espère pas, mais peut arriver ailleurs. Si nous continuons comme ça, il faut arrêter la mise en compétition et parler de questions d'association entre les peuples. L'Europe est un tournant parce que voilà, il y a le Brexit, la chose est entendue. Et là, on voit toutes les interrogations qui se posent. Là, pendant 48 heures, on a eu la démonstration sous les yeux à Bruxelles. En tout cas, si la règle, c'est on ne donne pas plus qu'on ne reçoit, je pense qu'on va plutôt vers la fin de l'Europe, clairement, parce que imaginez qu'on dise la même chose aux Français, aux contribuables français, vous payez que ce que vous recevez. Je pense qu'effectivement, il y aura un problème de solidarité entre nous, et donc c'est la fin de l'Europe, tout simplement. Donc, mais non, mais encore une fois, il y a effectivement des nations qui sont plus riches, qui contribuent au développement, aux infrastructures, etc., et qui en profitent d'une autre manière, c'est-à-dire en améliorant leurs exportations. Je rappelle quand même que voilà, l'Allemagne est sans doute le pays avec lequel on commerce le plus, etc. Dans ces conditions-là, si on lève toutes ces conditions-là, évidemment, oui, on gardera notre argent, ça c'est sûr, mais il sera beaucoup plus difficile de commercer avec les autres pays européens. Pour une fois, d'accord. C'est la question de la solidarité européenne. Non, le fondement du projet européen, c'est quand même la solidarité entre les peuples. La réconciliation franco-allemande, la réconciliation entre les peuples et la solidarité européenne. C'est le fondement du projet européen. Alors on peut vouloir remettre en cause cet idéal, mais ça fait 30 ans que j'entends dire que c'est l'Union européenne qui a inventé la PEC, c'est l'Union européenne qui a inventé les échanges. Arrêtez de caricaturer, on n'a jamais dit ça. La solidarité européenne, c'est pas une formule à l'emporte-pièce, ça a une vraie réalité. Si nous n'aidons pas les peuples européens à augmenter, par exemple, leurs revenus, par exemple, si nous n'allons pas vers un SMIC européen, etc., nous aurons la compétition, que vous sortiez ou pas de l'Union européenne. Protectionniste, il a réussi à augmenter les salaires des Mexicains. Va continuer à subir les politiques d'austérité, il sera, quoi qu'il arrive, en compétition avec les autres peuples européens, même s'il n'est pas dans l'Union européenne. Face aux États-Unis, c'est l'Union européenne la bonne échelle, incontestablement. On le voit actuellement. Allez, on va retrouver Charline Hurel au Salon de l'Agriculture. Emmanuel Macron s'est éclipsé. On ne le voit plus sur les images, il a quelques rendez-vous.